Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat des fusillades qui se multiplient ces derniers mois en région bruxelloise sur fond de trafic de drogue. Des policiers en sous-effectif qui peinent à y faire face, un parquet bruxellois en manque de personnel, débordé lui aussi, des cours et tribunaux au bord de l'asphyxie et des prisons surpeuplées. Avouez-le, le tableau est plutôt sombre. Dire que ces secteurs ont besoin de réformes est un euphémisme, mais quelle réforme? C'est sur ces questions que nous allons interroger nos candidats à la Chambre qui sont là avec nous ce soir. Je vais tout de suite vous les présenter en commençant par vous, Ismaël Nuino. Bonsoir, vous représentez les engagés. En face de vous, Leïla Lasseni du PTB. Bonsoir. Bonsoir. Michel Demacte, vous représentez le mouvement réformateur sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Véronique Lederman, bonsoir. Vous représentez Défi. Gilles Van Den Burg est là avec nous également pour Écolo. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Khalil Awasti, vous êtes pour le Parti Socialiste ce soir sur notre plateau. Alors, une petite précision. L'ordre de prise de parole a été déterminé par le tirage au sort ainsi que la place sur le plateau. On va commencer ce débat avec la capacité policière et je vais vous demander, pour commencer, une réponse en 30 secondes. Les zones de police sont en sous-effectif, ça ne date pas d'hier. Comment faire pour remplir les cadres définitivement et que les nouvelles recrues restent en poste? C'est vous qui avez la parole, Ismaël Nuino, 30 secondes. Alors 30 secondes, le premier objectif c'est de remplir les cadres. Donc il faut engager à Bruxelles 842 policiers. Pour ce faire, il faut être capable de les former. Le gouvernement s'était engagé à former et à engager 1600 policiers par an. Il n'y est pas parvenu et donc on a plus de policiers qui partent à la retraite que de policiers qui arrivent. Et donc on doit investir pour mieux engager les policiers et leur donner des conditions de travail de proximité pour ne pas qu'ils passent leur temps malheureusement dans leur voiture, mais plutôt au contact des citoyens, des commerçants, sur le terrain. Voilà, vous avez parfaitement respecté le timing. Leïla Lasseni, même exercice pour vous. Comment remplir les cadres des zones de police durablement ? Effectivement, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses pour l'engagement des policiers qui étaient prévus, mais aussi ils ont atteint au métier de policier aussi en arrêtant toutes les mesures de fin de carrière qui permettaient justement, comme c'est un métier très pénible, de partir plutôt à la pension. Et on fait comment alors pour les remplir, ces zones? C'était ça la question. En attirant des nouveaux policiers avec des bonnes conditions de travail, c'est notamment en ayant des bonnes pensions, mais aussi des primes d'attractivité et engager des policiers qui viennent de Bruxelles en priorité pour avoir des policiers qui connaissent leur quartier. Allez, vous avez dépassé de quelques secondes. Mais vous m'avez un tout petit peu interrompu. Mais l'exercice est délicat. J'en conviens. Michel Demacte, vous êtes rompu à ce type d'exercice. 30 secondes pour nous dire comment remplir les cadres des zones de police. Écoutez, il y a 336 policiers pour 100 000 habitants en Belgique. On est dans la moyenne européenne. Néanmoins, en effet, il faut remplir les cadres qui ne sont pas atteints, malgré que, on le dira dans le débat, j'imagine, il y a déjà eu des efforts faits par la Vivaldi. Mais je pense aussi qu'au-delà de les remplir, il faut des profils beaucoup plus spécifiques, par exemple des experts balistiques, des médecins légistes, et puis, à mon sens, nommer un commissaire à la criminalité urbaine qui pourra remettre un peu d'ordre à Bruxelles, parce que cela fait 20 ans qu'il y a une forme de laxisme, à nos yeux, sur la sécurité. Voilà, mission accomplie. Véronique Lederman, pour Défi, on vous écoute sur ce point précis. Alors, Défi défend un plan Marshall police-justice en mettant des moyens sur la table. 1,6 milliard, dont 500 millions sur la police. Il faut réintroduire une police de proximité. Il faut mettre du bleu dans la rue et derrière les écrans parce que la cybercriminalité fait rage et il y a moyen aussi, par ce moyen, de retrouver de l'argent pour financer ses dépenses importantes. Ouais, alors on verra comment vous pourrez y arriver durablement dans la suite du débat. Gilles Van Den Burg, on a l'impression qu'on n'y est jamais arrivé. Pourquoi on y arriverait dans le futur à remplir les cadres des zones de police? Alors la première priorité, ça a été dit, c'est continuer les efforts qui sont faits pour libérer des budgets et engager davantage de policiers et policières. C'est ce qu'on a fait, on a commencé avec ce gouvernement fédéral, mais il y a un autre point très important, c'est travailler sur l'attractivité de la fonction. Aujourd'hui,
on n'arrive pas à remplir les formations de policiers. On n'arrive pas à attirer assez d'hommes et de femmes pour faire le boulot. Donc oui, il faut augmenter les primes, en particulier sur la police de proximité, et aussi décharger la police de proximité et la police locale de toute une série de fonctions qui soit sont de la lutte contre la grande criminalité, et là c'est la police fédérale, soit sont effectivement trop administratives. Donc il y a vraiment une réforme plus globale à faire aussi. Khalil Awasti, vous fermez le bal, 30 secondes pour résumer la position du Parti socialiste sur ce sujet précis. 2 éléments. Un, c'est qu'il faut revoir la norme KUL, c'est la norme de financement des zones de police, et elle ne doit pas se faire au détriment de Bruxelles, elle ne doit pas se faire en enveloppe fermée, c'est pas une zone de police qui doit en financer une autre. Il faut pouvoir ouvrir cette enveloppe et donc pouvoir recruter à l'horizon 2029 12 500 policiers. Deuxième élément, il faut revoir l'attractivité de la fonction de policier, effectivement, pour pouvoir rendre le métier attractif, travailler sur les fins de carrière, ça a été dit, travailler sur les salaires, on a déjà travaillé là-dessus, et engager des policiers bruxellois à Bruxelles pour qu'ils connaissent le terrain sur lequel ils agissent. Alors, un témoignage avant de poursuivre ce débat, ce manque de personnel, vous vous en doutez, ça complique le travail des policiers de terrain qui, depuis plusieurs mois, sont confrontés, je l'ai déjà dit, à un trafic de drogue qui prend de plus en plus d'ampleur. Pas simple de travailler dans ces conditions, c'est ce que nous a confié une policière de la zone Bruno. Très grosse charge de travail parce que c'est un fléau, je pense, en Belgique. Et bon, je pense qu'une fois qu'on met le pied dans tout ce qui est stupéfiant, c'est tellement lucratif que c'est très difficile d'expliquer à ces gens qu'après ils vont aller travailler un emploi normal de bureau pour 1 800 € par mois. C'est quelque chose qui serait impensable. Donc je pense que les jeunes, dès qu'ils accrochent au monde des stupéfiants, ne les lâcheront pas. Je pense que la criminalité augmente, les choses changent, les choses évoluent, il y a de plus en plus de buildings construits, donc de plus en plus le nombre de populations qui augmente, mais le nombre de policiers n'augmente pas. Je pense que c'est vrai que ça serait bien qu'on investisse un petit peu dans des forces humaines, on va dire. Alors Michel Demax avait été signalé par Ismaël Minot, il y avait une volonté de la Vivaldi d'engager 1600 policiers par an, on n'y est pas arrivé. Pourquoi et comment y arriver à l'avenir? On n'y est pas arrivé et ça a été dit autour de cette table parce que former, ça prend du temps. Parce qu'en effet, former des experts spécifiques, on a besoin d'experts spécifiques à la police également, ça prend plus de temps que prévu. Mais je dois dire que le budget de la police est passé de 2,1 milliards à 2,8 milliards. C'est pas rien en réalité sous la Vivaldi. Donc on peut dire que des choses ont été faites. Maintenant, en effet, le travail est toujours en cours. Ouais. Alors des choses ont été faites, pas assez selon vous, forcément, vous êtes dans l'opposition, les engagés. Par rapport à cette attractivité, vous en parlez tous, mais elle doit vraiment passer par un avantage en argent pour les policiers des zones de police bruxelloises? Et donc peut-être qu'effectivement on peut parler de revalorisation, de mesures de fin de carrière, mais en fait l'enjeu c'est un petit peu comme celui des infirmiers, des infirmières. À partir du moment où votre service est déjà sous tension et qu'il vous manque à Bruxelles 842 policiers, votre travail quotidien, il ne peut être que plus compliqué parce que vous n'êtes pas assez pour intervenir, vous n'êtes pas assez pour agir. Et donc, en fait, simplement remplir les cadres, ça permettra déjà de faire souffler tout un tas de policiers. Et donc, on dit qu'effectivement, il faut du temps pour former. Mais si je peux me permettre, il y a 10 ans, la ministre de l'Intérieur s'appelait Joëlle Milquet et en 3 ans, elle a engagé 4300 policiers. C'est 1000 de plus que ce qui a été fait sur 3 ans ici par ce gouvernement, sur les 3 dernières années. Donc c'est possible de le faire, il faut simplement être capable d'en avoir envie et d'y mettre les moyens. Ouais, Gilles Van den Burg, par rapport à ça, on n'est pas arrivé dans cette législature-ci à faire ce qu'on a fait dans d'autres législatures? Alors déjà, on a quand même réinvesti avec ce gouvernement dans justement l'investissement en hommes et en femmes dans la police, aussi en justice. Donc moi, en tout cas, nous plaidons pour continuer cet effort budgétaire, clairement. Donc ça, c'est très clair. Par contre, je pense qu'il est aussi, et on l'entend d'ailleurs dans le témoignage de l'inspectrice qu'on vient de voir, c'est qu'il y a aussi toute une série de rôles qui aujourd'hui pour la police locale, alors qu'elle ne devrait pas l'être, c'est-à-dire la lutte contre la grande criminalité, les flux financiers, on parle de milliards d'euros à l'échelle européenne. Eh bien, effectivement, au niveau du narcotrafic, il faut couper ces flux financiers. Et ça, c'est la lutte contre la grande criminalité, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent. Et là aussi, et ça c'est donc fédéral, c'est pas la police locale, c'est la police fédérale, c'est aussi le parquet. Et là aussi, il faut renforcer, parce que tant que ces flux financiers arrivent, ben, ça crée évidemment toute une série de personnes un peu perdues qui souhaitent se lancer dans le trafic de drogue. Donc je crois vraiment qu'il y a 2 renforcements importants, le terrain à la proximité, mais aussi couper les vivres de ce narcotrafic, surtout les flux financiers et le blanchiment d'argent. Oui, alors Khalil Awasti, il y a vraiment une volonté, on le sent, et une demande des policiers, c'est délivrez-nous des charges administratives, même pour les policiers de terrain, charges administratives qui deviennent de plus en plus lourdes. Pourquoi on n'y arrive pas ?
Mais en fait, il y a un vrai travail sur la simplification administrative, quels que soient les services de l'État et dans les services de police en particulier. On l'a vu, il y a effectivement, que ce soit dans les zones de police, j'en discutais encore pas plus tard que ce matin, il y a la nécessité, après avoir fait le travail de terrain, de devoir faire tout le travail de charge administrative parce qu'il y a une insuffisance en fait, de cadre logistique au sein des zones de police que pour pouvoir remplir cette mission en fait, de suivi. Et donc, il y a cette nécessité de pouvoir renforcer les dispositifs et les zones de police locale. Parce que je le rappelle, et ça a été dit par Gilles Van den Burg, la police locale, c'est d'abord la police de proximité. C'est d'abord la politique de prévention, avant même la question de la répression. Et la police fédérale doit pouvoir recevoir les financements qu'elle doit avoir que pour lutter contre finalement le narcotrafic, contre le grand banditisme, contre d'autres phénomènes comme le terrorisme, et non pas se délester systématiquement sur la police locale, comme on le voit beaucoup trop souvent à Bruxelles, où c'est la police locale qui doit suppléer, notamment dans le métro, où pour rappel c'est la police des chemins de fer, et donc la police fédérale qui doit travailler, qui doit suppléer pour l'intervention, alors que normalement c'est la police fédérale qui doit le faire. Et tout ça, en fait, ce sont des charges qui ne sont pas dévolues à la police locale au détriment d'un travail de terrain, d'un travail préventif qui est nécessaire que pour en fait avoir une cartographie des phénomènes criminels et éviter que ces phénomènes criminels se développent. Oui, alors on parle évidemment tous autour de la table, vous parlez d'engagement de policiers supplémentaires. Les LACENI, on les finance comment ces policiers quand on sait les difficultés budgétaires qui attendent le prochain gouvernement fédéral? C'est vrai qu'en plus, avec les mesures d'austérité au niveau européen qui ont été votées encore ce matin, il y avait une manifestation des syndicats belges pour dire qu'en fait, les mesures d'austérité européennes vont avoir un impact très concret sur les services publics, que ce soit la santé, mais aussi en fait, la justice et la police. Ça va être très compliqué. Il va falloir, à mon avis, réfléchir à ces mesures d'austérité qui vont nous impacter dans les prochaines années. Il faut malgré tout réussir avec une réforme fiscale à aller chercher de l'argent à des endroits où on ne va pas le chercher maintenant, notamment sur les revenus du capital et autres, parce qu'on va en avoir besoin, mais pas que pour la police, pour tout un éventail de services publics qu'il va falloir financer. Et quand on entend cette policière dans la police de proximité, en fait, la police de proximité à Bruxelles, elle a été quasi détruite. On a des commissariats qui sont ouverts 2 ou 3 jours par semaine dans certains quartiers. On a des équipes qui sont tellement réduites que quand une personne est malade, en fait, le commissariat ne sait pas tourner. Et j'entends vraiment cette policière qui semble vraiment aimer son travail et qui a vraiment une notion de pourquoi la criminalité a lieu, mais elle voudrait pouvoir faire son travail de police de proximité. Et ces dernières années, c'est le contraire qui a été fait à Bruxelles. Et je pense qu'on est assez tous d'accord pour dire que la situation est loin de s'être améliorée au niveau de la sécurité. Alors on parle, c'est vous qui l'avez fait, Khalila Ouesti, de la révision de la norme KUL. C'est un nombre policier qui est fixé en fonction de la démographie dans une région qui n'a plus été revue depuis très longtemps et que vous demandez depuis très longtemps également. Madame Lederman, il faudrait en convaincre les Flamands et c'est compliqué ça, cette révision de la norme KUL. C'est compliqué et en plus de ça, moi, je reprends un peu les idées qui ont été évoquées autour de la table, c'est qu'il faut croire au maillage et à l'établissement d'une relation de confiance entre les citoyens, les commerçants, enfin les citoyens, les riverains, les commerçants et la police. C'est un élément et un maillon essentiel de l'élément de confiance. On a vu que la relation pouvait se détériorer parce qu'il y avait parfois eu des bavures policières, parce qu'il y a eu des policiers qui ont été attaqués. Tout ça, il faut rétablir le climat de confiance dans le respect. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Je ne parle pas du narcotrafic pour l'instant, parce que là, je pense que une des solutions, c'est de trouver l'argent là où il est et le prendre chez les narcotrafiquants. On va pouvoir, en mettant des moyens sur la table, on va pouvoir s'autofinancer. Mais je reviendrai là-dessus à propos de la justice. On en parlera effectivement dans le domaine de la justice. Je voudrais faire un rapide tour de table sur les fusions, la fusion des polices. On le retrouve dans votre programme, Gilles Van den Burg. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous tenez aujourd'hui ou alors vous dites simplement il faut commencer à étudier le dossier ?
et pourquoi? Et donc, au sujet donc, des zones de police bruxelloises, effectivement, on a une mesure par rapport à leur organisation. Alors, je précise, ce n'est pas une mesure qui va tout résoudre, c'est dans un panel de mesures et de priorités, parce que parfois on fait croire que c'est une panacée de faire ça. Non, mais je pense que ça peut faire partie. Ce que nous disons, c'est que pour tout ce qui est lutte contre la grande criminalité, l'accompagnement de manifestations à Bruxelles d'ampleur, toute une série de choses qui justement pour nous ne relèvent pas de la proximité et de la police locale, eh bien on devra en tout cas pouvoir évoluer vers un commandement régional plus intégré pour justement répondre à ces enjeux-là. Est-ce que ça doit passer à terme par une fusion? Pourquoi pas? Mais essayons déjà d'intégrer un peu plus quand il s'agit de nouveau lutter contre la grande criminalité, lutter contre le terrorisme, gérer les grandes manifestations. Il y a des choses qui se font aujourd'hui, mais on estime qu'on pourra aller plus loin vers un commandement régional. Et après, si on peut évoluer vers une seule zone pour ces enjeux-là, pour nous, pourquoi pas? On est ouvert à la question, mais essayons d'abord d'aller effectivement étape par étape. Une seule zone, Michel Demact, bonne idée, une seule zone à terme. C'est une demande flamande depuis très longtemps déjà. Je pense qu'on l'a dit dans ce débat, l'important c'est la police de proximité. Et donc, raison pour laquelle il y a plusieurs zones de police en réalité. Je ne suis pas fermé à une meilleure efficience, à une meilleure organisation de la police sur base volontaire. Oui. Dans ce cas-là, on est bien d'accord sur base volontaire. Mais avant tout, je pense qu'il faut du leadership à la police. Il y a des zones de police qui fonctionnent extrêmement bien. Je prends l'exemple de celle de Vincent de Wolf d'Etterbeek. Il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. J'ai discuté à la Zineke Parade avec des agents de police qui me disaient que la police de proximité à Mille-Bruxelles, malheureusement, est en déliquescence, n'existe plus. Donc je pense que ça dépend du cas par cas. Donc ce sera en tout cas pas une injonction, ce sera sur base volontaire. Oui, alors Ismaël Muno, je pense, sauf erreur de ma part, que vous dites pourquoi pas, mais sur base volontaire, une fusion de certaines zones. Non, donc la question, c'est qu'on ne veut pas agir de manière dogmatique sur cette question-là. C'est de se dire que notre seul et unique objectif, c'est d'assurer une meilleure sécurité pour les Bruxellois et une meilleure police de proximité. Donc c'est de savoir comment est-ce qu'on y arrivera. Aujourd'hui, la seule étude qui a été menée sur la question de la fusion des zones de police, elle montre que ça va coûter plus cher et que ça ne sera pas efficace. Donc si on veut fusionner, pourquoi pas? Mais alors il faut que ce soit pour avoir une meilleure efficience. Et pour répondre à la question quand même du grand banditisme, du terrorisme, je pense que là justement on se pose la question du financement de la police fédérale, de la police judiciaire fédérale. Et là c'est pas au niveau des zones de police que ça doit se faire, mais bien au niveau de la police judiciaire fédérale. Alors Véronique Lederman, sur cette idée de fusion des zones de police, l'opinion de Défi sur le sujet? On n'est pas fermé, mais pour nous, c'est d'abord le principe de l'exclusivité de la compétence fédérale pour la coordination et l'harmonisation des situations de crise. Ça, c'est vraiment... Là, il faut vous expliquer, parce que je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prédominance du fédéral dans les situations de crise extrême, type pandémie, crise climatique ou risque sanitaire majeur. Là, tout d'un coup, il y a une prédominance qui s'installe. Et là, on ne parle plus de zone de police en tant que telle. Mais cela dit, effectivement, je pense que Défi n'est pas fermé à cette approche. Oui, Léla Lasseni, sur ce sujet. Ce qu'il faut, c'est plus de coordination, en tout cas entre les zones de police, plus d'efficacité. C'est vrai que suite à tous les problèmes de criminalité liés à la drogue, de fusillade, on s'est longtemps demandé où était notamment le ministre-président de la région, parce qu'en fait, on ne voyait pas vraiment de plan global, mais il faut être un peu sérieux quand on parle de fusion. Pour l'instant, les zones de police, c'est plus ou moins 200 000 habitants, donc c'est déjà des très grandes zones de police. Et quand on parle de fusion, il faut faire aussi très attention, parce que souvent, ça veut dire on essaye de faire des économies. Quand on fusionne, en général, et on l'a vu aussi dans les justices de paix notamment, on va peut-être en reparler, quand on fusionne, en fait, les moyens se réduisent et ce n'est pas du tout une garantie pour un meilleur service public, au contraire. Donc oui, plus de coordination, mais en gardant des moyens suffisants surtout. Ouais, plus de coordination qu'Aléla Wasti et un reproche de Léla Lasseni que cette coordination a manqué dans la lutte contre le trafic de drogue ici en région bruxelloise au niveau régional. Mais moi j'ignorais que le ministre-président était compétent pour la police fédérale et coordonner la lutte contre le trafic de drogue en région bruxelloise. C'est peut-être une découverte institutionnelle que je fais sur ce plateau, mais je l'ignorais très sincèrement. Pour le reste, je pense qu'il y a effectivement une question qui doit pouvoir se poser, mais il faut aussi observer que, et c'est assez intéressant quand j'écoute les collègues, que c'est un débat qui est venu de la Flandre pour essayer de transformer Bruxelles. Le Brabant flamand, c'est 1 million d'habitants, 16 zones de police. Personne ne discute de fusionner les zones de police et on accepte qu'il y ait 16 zones de police pour 1 million d'habitants. Chez nous, on en a 6 qui fonctionnent bien. Je suis peut-être le seul mandataire local et le seul qui siège en collège de police ici, mais ça fonctionne bien, avec des chefs de corps qui se parlent, avec lorsqu'il y a des événements d'ampleur, des gold et des silver qui sont désignés pour assurer... Oui, des gold, c'est le commandement. Oui, c'est ça, le commandement en chef et puis le commandement en second pour assurer en fait la coordination en région bruxelloise. Les choses se passent
très bien. Et je pense qu'on confond aussi deux choses ici autour de la table, sécurité civile et ordre public. C'est deux matières radicalement différentes. Lorsqu'on parle de pandémie, on est en sécurité civile, c'est une autre base légale. Et lorsqu'on parle d'assurer la question de la lutte contre le narcotrafic, on parle d'ordre public. Et là, je suis désolé, c'est une matière qui est encore fédérale. Il y a une seule et unique responsable, c'est la ministre de l'Intérieur, pour coordonner ça. Police fédérale et pour lutter contre le narcotrafic au niveau belge. Parce que je n'ai pas l'impression que le narcotrafic s'arrête aux frontières bruxelloises. Ouais, vous dépassez un petit peu le temps de parole, vous êtes en retard, vous Michel Demax, donc je vous donne la parole, d'autant que vous me la demandez. Brièvement, la 6e réforme de l'État, pour rebondir sur ce que dit Khalil Awasti, a confaré des pouvoirs de police précisément au ministre-président. Et moi, je suis toujours étonné de voir Rudy Verwoerd qui, allez, on ne va pas se mentir, manque de leadership en la matière et nous dit il n'y a pas de zone de non-droit. Je termine. Il n'y a pas de zone de non-droit à Bruxelles, mais il suffit d'aller place Bethléem ou ailleurs pour voir que c'est pas aussi angélique que cela. Et donc, c'est pour ça que nous plaidons pour la création d'un commissaire qui puisse avoir une vision intégrée de l'ensemble des problématiques de la criminalité, la police locale, fédérale, le renseignement, pour étendre le contrôle aussi sur les armes à feu, parce qu'elles prolifèrent en région bruxelloise, et aussi pour avoir une vision sur le gel du patrimoine des organisations criminelles. Alors, pas de zone de non-droit, c'est vrai que ça a été dit par Rudy Verwoerd, Khalil Awasti. Non, il n'y a pas de zone de non-droit à Bruxelles. Je pense que ceux qui disent ça sont là pour simplement créer des peurs et jouer sur les peurs. Et la peur agite et la peur peut-être permet de faire de voix. Citez-moi une zone de non-droit, M. de Magde. Ah ben, il y en a beaucoup. Malheureusement, et le narcotrafic prend le dessus aussi par rapport à ça, vous le savez. Citez-moi une zone de non-droit. Place Bethléem, c'est un endroit extrêmement compliqué, monsieur Ouasti. Non, mais entre une zone compliquée et une zone de non-droit, il y a quand même une nuance importante. Et je sais qu'agiter les peurs aujourd'hui fonctionne. On n'agite pas les peurs. Mais je pense on écoute ce que les citoyens nous disent. Et les citoyens nous le demandent. Vous faites campagne comme moi, vous battez le pavé. Les citoyens sont terriblement inquiets dans de très nombreux quartiers au niveau de la sécurité à Bruxelles. Mais oui, mais répondre aux inquiétudes, c'est pas créer de la peur. On écoute les inquiétudes des gens, monsieur. Mais il faut le faire avec plus de leadership que ce qu'a fait M. Verwoerd, ça c'est sûr. Mais oui, peut-être, mais simplement pour vous rappeler un cours peut-être de droit constitutionnel, vous parliez de 6e réforme de l'État, c'est quand même important de rappeler, la 6e réforme de l'État a conféré à la haute fonctionnaire les compétences des gouverneurs dans les autres provinces. Je n'ai pas l'impression que la compétence de gouverneur soit une compétence de substitution à la compétence de la ministre de l'Intérieur. Oui, si vous le voulez bien, on ne va pas rentrer dans un débat. Non, mais c'est important de pouvoir rappeler les choses. Je vais faire un petit point sur le temps de parole. Pour l'instant, vous êtes très très en avance sur le temps de parole, monsieur Awasti. Donc sachez-le pour vos prises de position dans les autres dossiers, puisque je vous propose maintenant qu'on passe à la question de la justice, une justice qui est en souffrance à Bruxelles, minée par l'arriéré judiciaire et le manque de magistrats. Aujourd'hui, toutes les juridictions sont concernées, même les justices de paix, qui est le niveau le plus proche du citoyen. Certains sont même menacés de disparition. Écoutez ce cri d'alarme d'un juge de paix. Très clairement, c'est une menace. Donc, on est actuellement sur les justices de paix bruxelloises qui sont au nombre de 19. Si je ne me trompe pas, il y en a 6 qui n'ont pas de titulaire pour l'instant et qui sont donc assumés par des juges suppléants qui le font de manière quasiment gracieuse et depuis un certain temps, mais ça ne peut pas continuer indéfiniment. Et il y en a certains qui ont annoncé qu'ils allaient arrêter. On a d'autres juges de paix qui, eux, sont encore en fonction comme titulaires, mais qui vont prendre leur pension. Et donc, il y a vraiment une crainte qu'au mois de septembre, on se retrouve avec 2 ou 3 justices de paix sans personne pour les faire tourner. Voilà, ce serait vraiment une catastrophe. Je vais vous donner la parole, Ismaël Nuino. Une des explications de ce juge pour justifier le peu d'attrait d'un poste à la justice de paix, il parle d'image de la fonction. Il parle également des exigences linguistiques qui seraient trop élevées. Votre point de vue, est-ce qu'il faut réformer la fonction ou réformer l'accès à la fonction pour la rendre plus attrayante? Donc on a effectivement l'image, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'état de notre justice, son meilleur symbole, c'est l'état de notre palais de justice ici à Bruxelles. C'est qu'on essaye de faire semblant de le rénover, mais les plafonds continuent de s'effondrer dans les salles. Et donc aujourd'hui, malheureusement,
personne qui sort des études ou qui a une carrière qu'il mène n'a envie de s'engager pour travailler dans ce genre de conditions. Ouais, ça, c'est le constat pour les et mesures. Sur les propositions, donc ce qu'il faut, c'est effectivement aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a cette question de bilingue et grand bilingue chez les magistrats qui est extrêmement restrictif, et en même temps, c'est parce que les magistrats eux-mêmes disent qu'il est très difficile de juger dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, parce qu'il y a des subtilités à entendre, des subtilités à comprendre dans les plaidoiries, et donc que ça n'est pas simple. La question, effectivement, linguistique à Bruxelles est très complexe, et elle a mené à beaucoup de paralysie, malheureusement, notamment dans la nomination des magistrats. Mais la première priorité aujourd'hui, encore une fois, c'est comme pour les policiers. Si on veut que nos magistrats puissent travailler dans de bonnes conditions et aient envie de travailler, c'est qu'on en engage plus, qu'on remplisse les cadres, parce que M. De Magde aimait bien les comparaisons européennes. Au niveau européen, on a en moyenne 22 magistrats pour 100 000 habitants. En Belgique, on en a 13. Donc on a besoin aujourd'hui de refinancer la justice, engager plus de magistrats. Juste pour remplir les cadres, on devrait en engager 250, mais aussi des greffiers. Parce qu'aujourd'hui, un magistrat ne peut pas travailler sans greffier. J'ai visité il y a quelques semaines le palais de justice de Bruxelles, et en fait, ils nous expliquaient qu'ils étaient obligés de fermer des chambres du tribunal de la famille parce qu'ils n'avaient pas de greffier pour travailler. Donc il faut qu'ils soient mieux accompagnés par des greffiers, qu'il y ait plus de magistrats et que les conditions de travail soient meilleures. Et pour la précision, est-ce qu'il faut revoir les conditions linguistiques qui permettraient finalement de remplir plus facilement le cadre dans les justices de paix et aussi dans les autres tribunaux? Mais la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on finance alors les deux rôles linguistiques, parce qu'à Bruxelles, effectivement, ils sont séparés, et donc c'est de se demander, est-ce que le rôle francophone a suffisamment de financement par rapport au rôle néerlandophone? Peut-être que, vu la nécessité des choses, il faudra revoir à la baisse, mais comme je l'ai dit, même pour les magistrats eux-mêmes, il est compliqué de juger dans la langue qui n'est pas la leur. Alors Véronique Lederman, vous êtes aussi un peu en retard sur le temps de parole, donc je vais vous la donner. On parle de refinancement de la justice. À quelle hauteur ? Alors, tout d'abord, je voulais juste rebondir sur les greffiers. Il faut quand même noter que les greffiers sont moins bien payés que dans d'autres SPF. Donc c'est aussi un frein au recrutement. Et d'autre part, je voulais faire aussi une remarque pour l'accès à la justice des classes moyennes, parce qu'en fait, quand vous êtes dans les bas revenus, vous avez droit au bureau d'aide judiciaire. Quand vous êtes évidemment avec des hauts revenus, vous n'avez pas de problème. Et la classe moyenne souffre parce que c'est elle qui doit payer, elle gagne trop et pas assez. Et en fait, une des propositions, par exemple, que nous faisons, c'est peut-être de réduire la TVA de 21% à 3% et d'aller tranquillement vers une mutualisation de la justice, comme on a une mutualisation des frais de santé. Oui, je vous parlais du cadre. Oui. Comment remplir le cadre aujourd'hui sur la révision des conditions linguistiques notamment? Je pense que c'est un des freins majeurs et pour l'instant, il y a une nécessité d'accélérer. L'arriéré est tel, et les difficultés qu'on a écoutées avec ce juge de paix il y a un besoin d'efficacité indéniable, et il va falloir un peu mettre le grand braquet. Alors, vous avez un chiffre à nous citer sur la hauteur du refinancement nécessaire? J'ai annoncé un chiffre global d'1,1 milliard sur la justice, qui sera refinancé par, entre autres, l'argent qu'on aura récupéré des narcotrafics, de la contrefaçon, des trafics en tout genre qu'on a sur la place en Belgique. Alors Leila Hasseni, dans votre programme, je vois réouverture des lieux d'audience proches de la population. J'imagine que les justices de paix sont concernées au premier chef. Oui, parce que c'est quoi en fait des justices de paix, un peu concrètement, et pourquoi est-ce que c'est aussi utile d'avoir des juges bilingues? C'est que c'est vraiment la justice où les gens arrivent sans avocat pour des problèmes de voisinage, des problèmes de factures non payées, des problèmes entre locataires et propriétaires, et donc c'est vraiment le premier échelon en fait, et de l'avoir dans son quartier, c'est essentiel. Oui, parce alors que on justement, fait comment en fait? Selon vous, est-ce qu'il faut revoir ces exigences linguistiques, ou comment redorer finalement le blason de cette profession, puisque des candidats, il n'y en a pas assez? Il faut surtout réfléchir à comment est-ce qu'on peut former au niveau linguistique de façon efficace les juges de paix. Parce qu'on pourrait imaginer un juge de paix néerlandophone, un juge de paix francophone, mais dans la pratique, surtout à Bruxelles, les choses sont plus compliquées. On a souvent un propriétaire qui est néerlandophone, un locataire qui est francophone, des papiers dans une langue et dans l'autre. Donc ce serait un peu illusoire de croire qu'on va pouvoir très facilement séparer les deux et de faire des francophones et des néerlandophones. Il faut vraiment plutôt réfléchir à une formation accélérée des juges, parce que voilà, pour pouvoir ouvrir la profession à des gens qui ne sont peut-être pas
parfaitement bilingues, mais accélérer vraiment leur formation. On les a entendus aussi au Parlement. Oui, c'est la catastrophe, sincèrement, de se dire qu'il y a plusieurs justices de paix qui risquent de fermer à Bruxelles. Et à nouveau, on parle parfois de fusionner les justices de paix, mais c'est à nouveau vraiment plus dans une vision de faire des économies plutôt d'une vision de comment est-ce qu'on va rendre une meilleure justice. Et alors que ça doit être ça le point de départ. départ. Michel Demact, sur ce sujet-là, j'ai lu dans certains programmes qu'on tirait sur la Vivaldi, sur le gouvernement MRNVA et le désinvestissement lors de la précédente législature. On vous porte pour responsable d'une partie des difficultés de la justice aujourd'hui. Alors j'imagine que vous allez utiliser cette rengaine encore pendant 20 ans, peut-être. C'est dans les programmes. C'est dans les programmes. Je ne fais que vous dire ce que je lis dans les programmes. Sous la suédoise, en tenant compte bien sûr de la provision terrorisme, les crédits accordés à la justice ont augmenté de 8% en 2014 et 2019, entre 2014 et 2019, et de 25% pour la police fédérale. Et cela alors qu'il faut le rappeler aux téléspectateurs, la Belgique faisait l'objet d'une procédure de déficit excessif à ce moment-là, et qu'il y avait donc des mesures structurelles budgétaires à adopter. C'est un point. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que monsieur disait. Il dit on essaye de faire semblant de rénover le palais de justice. D'abord, c'est pas très gratifiant pour ceux qui travaillent à la tâche durement depuis pas mal de temps. La régie des bâtiments a enfin, sous l'impulsion de Mathieu Michel... C'est la charge de Mathieu Michel. La régie des bâtiments a enfin, sous la charge de Mathieu Michel, entrepris ce chantier colossal. On va bien entendu continuer avec un chantier à l'horizon 2030, mais donc on n'essaye pas. Qui a dit que les échafaudages seraient tirés avant les élections ou qu'il irait avec son tournevis. Les échafaudages sont toujours là. Les premiers échafaudages seront retirés avant les élections, cher monsieur. Ensuite, je voudrais quand même dire que la Vivaldi a réalisé des choses. Le budget de la justice sous la Vivaldi a été augmenté de 25%, ce qui n'est pas rien, de 1,9 milliard à 2,6 milliards. Donc il ne faut pas dire 2,7 milliards, pardon. Donc il ne faut quand même pas dire n'importe quoi aux gens par rapport au cadre. En effet, il faut remplir le cadre de magistrats et de parquet, c'est fondamental, mais il y a déjà eu 1400 engagements qui ont été opérés, dont 116 magistrats. Je peux vous donner les chiffres ici, je les ai sous les yeux. 827 pour les cours et tribunaux, 270 pour la sûreté. Les juristes de parquet ont augmenté de 50%, les référendaires ont été multipliés par 3 et les criminologues ont été multipliés par 2. Ce n'est pas assez, parce qu'en effet, la moyenne européenne est au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. On doit donc continuer l'effort. Mais moi, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Gilles Van den Burg, je vous ai vu réagir pendant l'intervention de Michel Demact. Moi, je ne comptais pas spécialement faire cette bataille de chiffres, mais il y a quand même des faits et que moi, j'aime quand même bien rappeler. Sous le gouvernement MRNVA, donc suédois, mais voilà, je veux dire que c'est la réalité. Entre 2014 et 2017, c'est-à-dire, vous avez pris les chiffres de toute la législature. Bien entendu. Entre 2014, oui, mais il y a une explication évidemment à ça. Je vais y arriver. Entre 2014 et 2017, c'est une baisse à tous les niveaux, au niveau des services publics. Le nombre de policiers, le budget de la police, le budget de la justice et la diminution des recrutements aussi en justice. Entre 2014 et 2017, tous les chiffres sont disponibles, même la RTBF qui a fait un fact-checking. Je termine, je ne vous ai pas interrompu non plus. Et qu'est-ce qui s'est passé malheureusement, évidemment c'est qu'à un moment donné, il y a eu des attentats terribles, terroristes, et qu'effectivement, à ce moment-là, il a fallu malheureusement aussi attendre ce drame-là pour qu'effectivement, alors, les budgets repartent à la hausse, et qu'effectivement, la Vivaldi, et là par contre, je suis évidemment d'accord, on a fait un effort considérable pour rattraper le désinvestissement qui a été fait sous MRNVA. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Réponse rapide. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tout cela, ce sont aussi des choix politiques. Investir dans les services publics, c'est un choix politique, ce n'est pas uniquement des calculs. Et pour nous, clairement, investir dans les services publics, et en priorité justice et police, on en a parlé juste avant, c'est fondamental. Et on voit effectivement quand le MR est seul avec la NVA à bord, ou presque, eh bien, on diminue ces services publics. D'ailleurs, c'était tous les services publics, pas uniquement intérieur justice. Tout ça est vérifiable, vraiment. Alors, je précise, tout ça est vérifiable. Une réponse rapide. Le MR n'a jamais été seul à bord avec la NVA. Bon, ça c'est une rengaine de la gauche. Et pour le reste, puisque M. Van den Burg cite le fact-checking de la RTBF que j'ai bien entendu été voir, je l'invite à mieux le lire, parce qu'en réalité, il est clairement indiqué dans ce fact-checking. Et les téléspectateurs, il suffit de taper sur Google pour le voir. Fact-checking police, verront qu'il n'y a pas eu de définancement de la police, que du contraire. Et sur la justice, en effet, il y a eu 400 millions en moins sur l'ensemble, mais il y a eu un refinancement au global. Donc,
allez voir le fact-checking et vous verrez ce qu'en pense Monsieur Van den Burg. Voilà, vous avez rattrapé Khalil Awasthi sur le temps de parole. Je vous demanderai d'être bref, même si le problème est important. Khalil Awasthi, sur ce refinancement de la justice, à quelle hauteur pour vous doit-il être pour le Parti socialiste ? Il est capital. On estime à 1 demi-milliard d'euros nécessaire au minimum le refinancement que pour permettre en fait de recruter le nombre de magistrats et le nombre de personnel judiciaire suffisant que pour en fait rattraper le retard historique effectivement et permettre à chacune et à chacun d'avoir accès à un juge dans des délais raisonnables et de rendre justice avec diligence. Et sur les justices de paix, si vous me permettez, c'est vraiment important de rappeler que la justice de paix, c'est la justice de proximité. 2 chiffres. Aujourd'hui, le nombre de défauts, c'est-à-dire de personnes qui ne se présentent pas devant les justices de paix, c'est 70% dans les affaires hors locatif et 40% dans les affaires de bail. C'est énorme. Donc si vous éloignez encore plus cette justice de proximité de celles et ceux qui en ont le plus besoin, vous allez vous retrouver avec un drame social. Alors, comment financer ces mesures, ces engagements tous azimuts de policiers, de magistrats ? Dans votre programme, Véronique Lederman, on trouve un point lié à la lutte contre le trafic de drogue avec cette création d'un parquet financier qui permettra de lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Et une partie de la somme sera réinvestie dans la justice et dans la police. Combien doit-il rapporter ? Combien cette mesure doit-elle ou peut-elle rapporter ? Alors, j'ai déjà mentionné les chiffres. Donc, le global police-justice, c'est 1,6 milliard et 1,1 milliard sur la justice. Donc, ce parquet financier, alors, ce parquet pourrait rapporter combien par an, selon vous ? Écoutez, d'abord, c'est un parquet financier spécialisé donc, contre la grande criminalité et la corruption. Et aussi la lutte de la fraude fiscale. On estime aujourd'hui, la BNB estime à 7 milliards. Banque nationale, donc. La Banque nationale, un peu toute cette économie souterraine. Et même si on prend un autre chiffre du SPF Finance, c'est 3,8% du PIB, soit 12 milliards. Et il faudra combien de temps pour récupérer combien ? Écoutez, là, ça c'est un peu la boule de cristal, mais je sais, regardez, rien que sur l'affaire Sky ICC, pardon, c'est 300 millions et ça a été avec des tout petits moyens. Il y a déjà 100 millions qui ont été payés, le reste va venir. Donc si on arrive à avoir l'efficacité nécessaire, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont profondément motivés, avec non seulement le parquet financier, mais un secrétariat d'État en charge de ces problématiques et une agence belge anticorruption. Avec ces 3 éléments, ces 3 piliers, on arrivera largement à financer et à s'autofinancer par rapport à l'augmentation du budget de la justice. Alors Ismaël Minot, est-ce que vous vous retrouvez sur cette idée de défi de créer une structure spécifique pour lutter contre le narcotrafic, la corruption, le blanchiment d'argent, ce qui permettrait de financer la justice et la police ? Alors encore une fois, ici l'enjeu est effectivement de lutter contre le narcotrafic, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent. Est-ce que pour ça il faut créer une structure spécifique ? On n'a pas de vision particulière là-dessus parce qu'on ne se dit pas il faut ou il ne faut pas. En tout cas, il faut lutter contre ça et la proposition concrète qu'on a là-dessus, c'est qu'on souhaite engager à l'horizon 2029 3000 inspecteurs fiscaux et officiers de police judiciaire pour permettre de mieux lutter contre l'évasion fiscale, mieux lutter contre le grand banditisme et le narcotrafic. Et ça a été dit, ces inspecteurs fiscaux, ils ne coûtent pas parce qu'en fait, ils rapportent plus que ce que ne coûte leur salaire. Et donc malheureusement, sous cette législature, on n'en a absolument pas engagé suffisamment. On entend beaucoup de partis qui disent qu'il faut lutter contre la fraude fiscale, mais dans les faits, il faut engager des gens pour donner les moyens à notre justice de faire le travail et d'enquêter et d'aller chercher les moyens là où ils sont. Et là, ils pourront très certainement être réinvestis, encore une fois, dans cette lutte et quand on parle de narcotrafic particulièrement, dans la prévention contre l'addiction aux drogues, par exemple. Alors là, la CENI, est-ce qu'au PTB, vous vous y retrouvez dans cette idée de créer une structure spéciale dédiée à la corruption, narcotrafic et blanchiment ? Mais ce qu'il faut surtout, c'est renforcer le cadre et les policiers de la police judiciaire. Ça, c'est vraiment le premier plan. Il faut au minimum 1000 inspecteurs de la police judiciaire fédérale pour lutter spécifiquement, pouvoir faire des enquêtes. Ça ne sert à rien de créer une structure. On peut la discuter, bien sûr, pourquoi pas, mais ce qu'il faut surtout, et ce que les syndicats de police demandent, et ce que tout le monde demande, c'est il faut des inspecteurs de police pour faire des enquêtes longue, difficile, mais il faut du monde spécialisé pour pouvoir tracer tout au niveau financier, mais aussi au niveau des communications, etc., le trafic de drogue. Et ça, c'est vraiment la première étape, c'est l'engagement de 1000 policiers de la police judiciaire fédérale.
Alors, on termine le tour de table rapidement là-dessus. Gilles Van Den Burg et puis Michel Demac. Je vous demanderai une réponse rapide. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles nous sommes d'accord. Effectivement, engager des inspecteurs, inspectrices de lutte contre la criminalité financière, évidemment, c'est vrai que c'est rentable pour l'État. Ce qui a été dit est tout à fait juste, donc il faut le faire. On l'a fait avec ce gouvernement. Alors, est-ce qu'il faut en faire plus? Oui. Non, mais voilà, c'est une question aussi d'un peu... Il y a vraiment une action volontariste du ministre Van Petegem des Finances en la matière. Est-ce qu'il faut faire plus? Évidemment. Ce qu'ICC est à la fois un bon exemple et à la fois un exemple des limites en fait qu'on a, parce qu'à un moment donné, on a vu que tout l'arsenal politico-judiciaire a été mobilisé là-dessus et que d'autres, à leur dossier, évidemment, pouvaient moins avancer, même si cette opération, évidemment, était un succès. Et donc, c'est là où on voit qu'on peut s'améliorer, mais de nouveau, ciblons là où il faut investir en ressources humaines, et je pense qu'effectivement, les inspecteurs de la lutte contre la criminalité financière, c'est une priorité. Michel Demact. Sur le narcotrafic, c'est une priorité absolue parce qu'en effet, Bruxelles est devenue une des cibles des narcotrafiquants. Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, bien entendu, et nous plaidons la zéro impunité, y compris d'ailleurs pour les consommateurs, parce que c'est tous les maillons de la chaîne qu'il faut contrer. Nous ne sommes pas comme le juge Hénard du Parti socialiste qui pense qu'il faut dépénaliser la cocaïne, ça certainement pas. Mais par contre, il faut vraiment traquer le narcotrafic et également la prévention au travers, par exemple, des chambres spécialisées dans le traitement. Il en existe une à Charleroi, une à Gand. Elle montre que ça marche, que ça fonctionne. Et donc, en effet, continuer à faire ça. Alors, une petite réponse sur le juge Hénard qui a effectivement dit qu'il proposait une légalisation de la cocaïne. Oui, mais à un moment donné, il faut aussi remettre les propos du juge Hénard dans leur contexte, c'est-à-dire rapidement, il ramène une réflexion en se disant est-ce que la poursuite finalement de personnes qui sont sous assuétude est la bonne manière? Et je pense qu'il y a vraiment une logique et un réel débat sur le fait de traiter la question des assuétudes sous l'angle de la santé publique plutôt que sous l'angle systématique de la pure répression, parce que pour sortir finalement et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de consommateurs sous assuétude, il faut pouvoir les traiter et les traiter médicalement. L'assuétude et l'addiction, c'est avant tout une question d'usage et pas de type de drogue. Ne l'oubliez jamais. Donc c'est l'usage de la drogue qu'il faut contrer et certainement pas dépénaliser la cocaïne comme propose M. Hénard. Oui, on va en parler justement. Vous me lancez une perche puisqu'on va parler de la question des prisons. On parlera aussi de l'échelle des peines et de l'importance de l'échelle des peines. Mais tout de suite, je vous propose qu'on parle de la situation dans les prisons. Ça fait des années que cette situation est catastrophique. La plupart des prisons sont vétustes et surpeuplées. Et dernièrement, l'Ordre des barreaux francophones et germanophones a même fait saisir la prison de Forêt pour réclamer le paiement des astreintes suite à une condamnation de l'État liée à la surpopulation. C'était à Lantin, mais il y a aussi de la surpopulation dans beaucoup de prisons du Royaume. Écoutez le coup de gueule du président d'avocat.be. Il y a un problème récurrent de surpopulation carcérale qui fait que les conditions de détention sont généralement inacceptables. Nous luttons depuis des années pour conscientiser le gouvernement à ce gros problème sans beaucoup de réaction. Donc nous sommes passés à la vitesse supérieure. Ça pose un problème évidemment complexe, qui est un problème d'absence de politique pénitentiaire et carcérale générale dans notre pays. Il serait temps que les acteurs de la justice impliqués évidemment par ces questions, que ce soit le ministère, les services pénitentiaires, les services sociaux, les parquets et les juridictions, prennent à corps le problème et une politique qui fasse en sorte qu'il y ait moins de gens qui soient systématiquement mis en détention. Voilà, donc quel avenir pour les prisons? Faut-il en fermer certaines? Faut-il en construire d'autres? Ismaël Minot, est-ce qu'il faut construire de nouvelles prisons? Donc il faudra certainement en construire de nouvelles parce que, comme vous l'avez dit, les anciennes sont vétustes. Mais la question, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on veut moduler ces peines. Il faut aussi créer des maisons de détention parce que ça coûte moins cher, mais donc en créer plus. Oui, très bien, d'accord. Aujourd'hui, la surpopulation carcérale, de combien est-elle? 121%. Donc je trouve ça assez marrant depuis le début de ce débat. Marrant n'est peut-être pas le mot, de se rendre compte que tout a été fait, que tout fonctionne, mais que quand on va voir les acteurs, quand on va voir les acteurs de la sécurité, qu'on va voir les acteurs de la justice, ils nous disent tous, dans les mêmes mots, qu'il n'y a pas assez de moyens et qu'il n'y a pas assez de place. Donc sur la question des prisons, il y a une surpopulation. Il y a l'année passée, à l'été, les engagés, par le biais de leur bourgmestre, ont fait saisir le ministre de la Justice pour cette surpopulation carcérale. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que c'est une réaction en cascade.
il y a une surpopulation. Les gardiens de prison sont dans de grandes difficultés de travail, donc il arrive qu'ils se mettent en grève. Donc c'est la police locale qui doit suppléer à ce travail et qui se retrouve à être déforcée dans leur travail de proximité, comme on en parlait au début avec les citoyens. Donc tous ces enjeux-là de surpopulation, c'est pas simplement des gens qu'on parque et dont on se dit ils n'ont pas de bonnes conditions, ça n'est pas grave. Ces gens qui sont en prison, qu'on le veuille ou non, un jour ils vont en sortir. Et l'enjeu c'est quoi? C'est de diminuer le taux de récidive. Aujourd'hui le taux de récidive il est de 60% quand les personnes sortent de prison. C'est un vrai problème, donc il faut améliorer les conditions et avoir un accompagnement personnalisé dès le premier jour de la détention et pas les 2 ans avant de sortir. Alors j'ai posé une question sur des nouvelles prisons, pas vous répondez sur toute la politique carcérale, mais je vous reposerai quand même d'autres questions là-dessus. Gilles Van den Burg, on parlait de la création de maisons de détention. Force est de constater que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, puisqu'il devait y en avoir 15 et on n'est pas à ce chiffre aujourd'hui. Non, c'est exact, mais il y a aussi, et je trouvais que l'intervention était pertinente, il y a vraiment une question de vision de société aussi. Et pour nous, clairement, aujourd'hui, il y a en fait trop de personnes en prison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une petite série de personnes qui ont des problèmes mentaux, psychiatriques, et qui se retrouvent en prison. Ce n'est pas leur place. Leur place est dans des centres accompagnés avec des médecins, des experts, des expertes. Il y a aussi toute une série de personnes qui attendent un procès et qui sont déjà en prison. Alors pour certaines personnes très dangereuses, évidemment, ok. Mais il y a toute une série de personnes, d'ailleurs la Belgique est régulièrement condamnée au niveau international et européen. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Toutes ces personnes-là n'ont pas pour nous à être en prison. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, pour nous, il y a trop de personnes en prison, mais c'est la première axe à faire en termes de vision de société. Pour nous, une prison, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours absolu d'une chaîne de punition. Et effectivement, les personnes qui ont fait les maisons de détention, ça n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait avec ces prisonniers? Les cas psychiatriques, par exemple, ou d'autres. On dit, par exemple, qu'il y a trop de personnes qui sont mises en détention préventive. Comment fait-on, finalement, sur le terrain, pour que ces personnes ne finissent pas en prison? Eh bien, donc sur les détentions préventives, effectivement, il y a une série de personnes qui ne devraient pas y être. Il y a les peines alternatives aussi, le fait qu'on n'utilise pas du tout assez en Belgique. Et effectivement, si on doit aller vers un nouveau modèle de prison, pour nous, c'est pas construire des méga-prisons, comme on vient de le faire d'ailleurs à Arun, au nord de Bruxelles. C'est pour nous des petites structures, des centres de détention, comme on les appelle, comme on le fait en Scandinavie, comme on le fait dans d'autres pays, je pense à l'Écosse, je pense aux Pays-Bas, où effectivement, c'est plus ouvert. Et justement, on met le focus sur la réintégration et la réinsertion dans la société. Parce qu'effectivement, 99,999% des personnes qui rentrent en prison vont en sortir un jour. Et aujourd'hui, en Belgique, on ne prépare pas cela, les personnes qui sont en prison à leur sortie. Et c'est là qu'il faut mettre le paquet, mais changer notre vision aussi de société par rapport à l'incarcération et aux prisons. Véronique Lederman. Oui, je pense qu'il faut revoir et repenser la sanction, en fait, la sanction. Est-ce qu'il faut des nouvelles prisons? Pour reposer la question que je posais au départ. C'est-à-dire que, en fait, bon, pour l'instant, Arène n'est pas un grand succès et le bâtiment est déjà, il manque déjà 1400 places. Donc, de toute façon, on va vers quelque chose qui n'est pas, on va un peu droit dans le mur. Mais par contre, il faut construire de nouvelles prisons ou pas? Mais des plus petites, et repenser la notion de sanction. Et j'étais assez d'accord avec Gilles sur le fait que, en fait, la réinsertion, elle se conçoit au début de la peine et non pas à la fin, parce que de toute façon on va dans l'échec. Donc il y a un processus de réintégration de l'individu qui s'est mis en marge de la société, et il faut le penser peut-être avec de la santé mentale, peut-être avec des psy assistants sociaux, mais en tout cas il faut absolument revoir, et d'ailleurs c'est l'esprit dans l'écriture du nouveau code pénal, de refuser la prison comme unique solution. Au contraire, ça devrait être la dernière. Alors Léla Lasseni, quand je lis votre programme, vous dites remplacer les 30 à 40 grandes prisons par des centaines de petits centres de détention. Si je vous ai bien compris, si vous êtes au pouvoir, on ferme la prison de Arun. On ne commence pas par la fermer, on commence par d'abord créer des maisons de détention. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce qu'on voit, et il faut être un petit peu précis quand on parle de la prison, on a des expériences ailleurs. La prison, comme petite structure de maison de détention, ça marche mieux parce qu'on peut offrir un encadrement un peu plus sérieux. Parce que la prison, bien sûr, c'est pour punir. Bien sûr, c'est pour protéger la société de gens qui sont dangereux. Mais c'est aussi pour essayer de faire en sorte que ça ne se repasse plus, les faits criminels. Et c'est aussi penser à la victime. Parce donc on ferme toutes les prisons existantes à terme, selon vous, quand je lis votre programme? On crée plutôt un autre type de prison, des
des centres de détention, des maisons de détention qui permettent un meilleur suivi des personnes qui sont en détention. Et vraiment aussi, pas que ça fait partie d'un large plan de réflexion sur la peine et notamment sur les personnes qui souffrent de malades mentaux, parce que quand on dit les internés, c'est 1000 personnes, 1000 personnes qui devraient être dans un hôpital psychiatrique ou dans des centres de traitement, qui sont en prison. 1000 personnes, c'est vraiment énorme par rapport au nombre de prisonniers. Donc si déjà on s'attaquait à cette partie de la population carcérale, on aurait déjà résolu une bonne partie du problème. Alors Michel Demac, là encore, je vais citer votre programme où vous indiquez il faut oser la question de l'augmentation de la taille du parc carcéral. Ça veut dire construire de nouvelles prisons. Oui, s'il le faut, bien entendu. Nous sommes, vous savez, pour l'exécution des peines, de toutes les peines. On en parlera juste après, de toutes les peines. Et je vais donc juste dire, parce que nous sommes contre l'impunité et le sentiment d'impunité. Et il en faudrait combien, et donc, en réalité, si vous voulez, s'il le faut, il faudra construire des prisons comme on l'a déjà fait. Il n'y a pas de raison. Le Conseil de l'Europe estime qu'en Belgique, il y a en réalité moins de détenus, mais plus de densité de détenus. C'est-à-dire qu'on a moins de détenus que les pays qui nous entourent. Il y a moins de personnes emprisonnées en Belgique que dans les pays qui nous entourent. Mais par contre, la densité est plus importante parce qu'on n'a pas assez de prisons. Donc oui, la réponse est très claire. S'il le faut, il faut construire de nouvelles prisons. Mais il ne faut pas faire que ça. Je pense qu'il faut aussi oser, puisque vous dites oser, entamer ce dialogue sur le renvoi des détenus étrangers pour purger leur peine dans leur pays. Il y a une unité qui est la Transfer Unit Prison, avec 2 à 7 équivalents temps plein. Et sur cette dernière année, 224 personnes ont été renvoyées dans leur pays d'origine pour purger leur peine. Je pense que c'est une question de bon sens. Ça peut se faire avec une collaboration bilatérale avec de nombreux pays, puisque ça se fait déjà. Mais c'est là aussi une question de volonté politique. Si on veut le faire, on doit le faire. Alors, Khalil Awasti, sur la construction de nouvelles prisons, et puis pour répondre à M. Demac sur le renvoi des détenus étrangers dans leur pays d'origine pour purger leur peine. 2 vastes questions auxquelles je dois répondre de manière brève, c'est ça. Vous avez bien compris les règles du débat. Donc la première, moi je pense qu'il faut d'abord pas faire peur aux gens. Je prends pour exemple les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont fait un shift, ils ont réduit leur capacité carcérale. Il n'y a pas plus d'insécurité depuis qu'ils ont réduit leur capacité carcérale. Aujourd'hui, je pense qu'avec le nombre de places, effectivement, il y a trop de places en prison. Le problème des places, c'est qu'elles sont insalubres et qu'en toute hypothèse, si on doit construire de nouvelles unités, qu'il s'agisse de prisons ou de maisons de détention, et ma faveur va à la maison de détention, ça doit se faire sans augmenter le nombre en fait, de places de prison qui existent aujourd'hui. Parce que je pense qu'il est déjà suffisamment élevé et je préfère des petits modèles, mais ça doit être un stop et il faut pouvoir dire on a un certain nombre de places et on ne le dépasse plus. Et donc éventuellement un shift, mais on ne le dépasse plus. Pour le reste, moi j'ai envie de dire très clairement, je suis opposé au fait que des personnes fassent leur peine de prison à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'elles ont commis une infraction en Belgique et on doit pouvoir leur assurer l'ensemble des droits qui sont liés au cadre fondamental que nous protégeons et que nous demandons finalement de conserver ici, notamment Convention européenne des droits de l'homme, Charte européenne des droits fondamentaux, et je n'ai aucune garantie que les conditions de détention dans des pays étrangers respectent les standards de détention qui sont imposés ici en Belgique. Et dès lors que les droits fondamentaux ne peuvent pas être garantis, et on l'a vu dans d'autres matières, on ne peut pas prendre la liberté de renvoyer des gens là où des droits ne peuvent pas être respectés. Je vais faire un rapide tour de table, mais très très rapide. Je vais d'abord entendre les autres participants au débat sur cette question de renvoi des détenus étrangers. Une réponse rapide, M. Nuno. Donc l'enjeu aujourd'hui est de savoir effectivement si on peut avoir des garanties sur la question des respects des droits et des libertés, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas envoyer des prisonniers dans des pays dans lesquels ils ne seront pas respectés, mais l'enjeu, donc c'est compliqué de le savoir, et donc il faut, quand ils ont commis un délit ici, qu'ils le purgent ici, sauf dans le cas où il peut y avoir des accords bilatéraux, mais on voit même dans le cas de renvoi d'ordre de quitter le territoire que ça n'est pas appliqué et ça a mené à des conditions tragiques. Oui, mais donc c'est des accords bilatéraux qui doivent être appliqués et qui ne le sont pas. Okay. Non, c'est pas vrai. Léla Lassény, sur le sujet. Ça dépend de qui on parle en fait, parce qu'on dit les étrangers, mais en fait, des étrangers qui ont un titre de séjour ici en Belgique, ils ont un titre de séjour ici en Belgique. Vous parlez des étrangers, Michel Demac. Le fait a eu lieu. 43% des détenus en Belgique, pardonnez-moi puisqu'on pose la question, n'ont pas la nationalité belge. Mais donc, c'est pas parce qu'on n'a pas la moyenne européenne est de 16%. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la nationalité belge qu'on n'a pas un droit de séjour ici en Belgique et qu'on a. La Belgique doit prendre ses responsabilités. S'il y a des faits qui sont
commis sur le territoire belge, on ne va pas sous-traiter, c'est quand même un peu gonflé, d'aller sous-traiter nos prisons dans des pays étrangers qui ont vraiment autre chose à faire par ailleurs. C'est un peu gonflé de venir en Belgique pour faire des faits criminels. C'est des gens qui vivent ici en Belgique, donc c'est plutôt la réflexion de comment est-ce qu'on fait des peines efficaces, comment est-ce que les victimes sont effectivement récompensées ou comment est-ce qu'elles trouvent que la peine est satisfaisante pour elles-mêmes. Et on ne parle absolument jamais des victimes ici, alors que pour moi, ça doit être vraiment la première idée qu'on doit avoir quand on parle de justice, c'est comment faire pour que les victimes de faits criminels soient satisfaites avec la peine qui est prononcée. Alors, Véronique Lederman, vous êtes en retard de temps de parole, donc sur cette question-là, votre réponse. Je rejoins l'inquiétude par rapport aux victimes, évidemment. Nous, notre point de vue est l'intransigeance pour le respect des droits humains. Et effectivement, si un délit a eu lieu ici, il faut qu'il soit jugé ici et la peine doit être faite ici. Voilà, vous êtes bref, vous êtes en retard du temps de parole, mais vous avez le mérite de la concision. Gilles Van den Burg, sur ce sujet, très rapidement, et puis je redonnerai la parole à Madame Lederman. Oui, mais ce sont un peu des propositions, en fait, slogans, parce que derrière, il y a énormément de situations très différentes. Il y a effectivement l'enjeu des droits humains. Est-ce qu'on va renvoyer des personnes en Afghanistan, en Iran, dans des pays où on sait très bien... Ouais, oui, mais bien sûr que non. Mais donc là, vous n'avez pas eu cette nuance dans la proposition, et votre président de parti non plus. Il y en a 224 qui ont été renvoyés l'an dernier, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Oui, mais donc la proposition de manière totalement générale et indiscriminée comme ça, aveugle, n'a aucun sens. C'est vous qui dites aveugle et indiscriminé. Et donc non, mais par contre, effectivement, au cas par cas, ça se fait déjà. Mais effectivement, les pays concernés, souvent, sont des pays où les droits humains ne sont pas respectés. Donc pour nous, il est aussi fondamental qu'une peine soit exécutée ici. Mais si après, il y a des accords bilatéraux, comme ça a été dit, où ça peut se faire, tant mieux. Mais c'est un sujet vraiment beaucoup plus complexe que quelques slogans dans un programme électoral. Oui, une réponse très rapide là-dessus sur le simplisme dans votre argumentaire qui vous est reproché par Gilles Van den Burg. Il n'y a aucun simplisme. C'est ce qu'on applique aujourd'hui, à l'heure actuelle, en Belgique, et on veut le renforcer tout simplement, bien entendu en respectant le droit international, c'est une évidence. Alors on parle de l'exécution des peines, et je vais vous donner la parole, Madame Lederman, puisque vous êtes en retard au niveau du temps de parole, sur l'exécution des courtes peines. Alors les peines de moins de 3 ans, est-ce qu'il faut obligatoirement les purger en prison ou pas? C'est ce qui a été décidé récemment par le ministre de la Justice. Justement, nous, on pense qu'il ne faut pas toujours que ça soit la case prison qui soit prédominante, parce que justement, il y a une surpopulation et que, avec, vous l'avez cité, 60% de taux de récidive, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Au contraire, on ne fait que reculer. Et en plus de ça, la surpopulation, tout le contexte est, je dirais, est dangereux en particulier pour celui qui fait le premier délit. Donc les courtes peines, il faut essayer de désengorger le système et il y a des moyens avec le bracelet électronique par exemple, il y a des moyens pour éviter une promiscuité qui peut amener la personne à rechuter trop vite malheureusement. Donc vous parlez quoi? De médiation, de peine de travail? Il peut y avoir des médiations, des travaux d'intérêt général, etc. Mais là aussi, les délais en Flandre sont de quelques jours et sur Bruxelles, on est sur 2 ans. Donc ça ne va pas, puisque même la personne qui fait un travail d'intérêt général ne voit même plus la signification de cet intérêt général. Puisqu'il est déconnecté. Oui, Ismaël Minot, sur ce sujet-là, l'exécution des courtes peines doivent-elles être purgées ou pas? Donc effectivement, une peine qui est décidée, elle doit être purgée, parce qu'il ne faut pas créer ce sentiment d'impunité non plus. Mais la question, c'est de réfléchir à la peine en tant que telle. J'en parlais tout à l'heure. Doit-elle être purgée en prison, alors, pour préciser ma question? Mais donc, elle doit être normalement purgée en prison si c'est une peine de prison qui est décidée. Mais comme je le dis aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir quelle peine on décide pour les personnes qui sont des contrevenants. Aujourd'hui, quand on est dans une situation de surpopulation carcérale, quand on est dans une situation avec 60% de taux de récidive, quelqu'un qui doit faire 1 an en prison, il ne sortira pas moins délinquant qu'il n'en est entré. Et donc là, on doit réellement se poser des questions sur comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces personnes, également par des peines alternatives quand c'est nécessaire, pour réussir à faire en sorte que leur trajet de réinsertion dans la société soit bénéfique. En fait, la prison, quand elle est nécessaire, elle doit être utile. Gilles Van den Burg. Mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, pour nous, la prison, c'est le dernier ressort. Et donc, avant cela, il faut
ce qu'on ne fait pas en Belgique aujourd'hui, mais davantage creuser tout ce qui est peine alternative et autres. Moi, la première fois que j'ai été visiter la prison de Saint-Gilles, il y a quelques années, parce que comme parlementaire, on peut visiter les prisons, et, le directeur me disait à l'époque exactement la même chose. C'est une population assez jeune qui est à Saint-Gilles, et généralement les périodes sont assez courtes parce que c'est en attendant justement des procès, etc. Et il me dit, celles qui rentrent ici, ils ressortent après quelques mois, voire parfois un an, en fait prêts généralement pour la grande criminalité. Et donc en fait, la prison, ça doit rester le dernier ressort parce que malheureusement aujourd'hui, on ne s'améliore pas en tant qu'être humain, en tant que société, dans une prison évidemment. Et donc pour nous, il faut favoriser au maximum les peines alternatives. Le code pénal a été revu en ce sens, effectivement, en disant que et ça, nous sommes très heureux, que la prison doit rester le dernier ressort. Et donc la question pour nous d'aller à fond de peine, une fois qu'une peine est prononcée, pour nous, c'est pas en tout cas la priorité. Parfois, c'est peut-être nécessaire, je dis pas pour des choses vraiment graves, mais c'est pas la priorité. La priorité, elle doit être ailleurs et focalisée sur la réinsertion dans la société. Ouais. Je voudrais citer votre programme, une fois encore, Michel Demac, vous dites « La Belgique devient un paradis pénal avec des peines qui donnent un sentiment d'impunité ». Oui, il y a évidemment du vrai dans cette question, puisque en réalité, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes en Grande-Bretagne et que vous avez le narcotrafic ou le trafic de drogue, vous pouvez être condamné à perpétuité. Ici, c'est maximum 15 ans. Donc, on donne un signal, et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, on donne un signal à un moment donné aux criminels que venir en Belgique, de manière générale, les peines sont plus souples en Belgique que dans tous nos pays voisins qui nous entourent. Donc, nous sommes pour renforcer l'arsenal des peines, qui soit plus sévère. 2, renforcer le système d'exécution, parce que nous sommes persuadés que pour ne pas donner le sentiment d'impunité, il faut vraiment aller exécuter ces peines, pas forcément en prison, bien entendu. Là, on est bien d'accord là-dessus, puisque je l'ai dit, les peines alternatives, les peines de travail d'intérêt général sont une piste étudiée, les maisons de détention préventive aussi, mais il faut en effet aller à fond de peine pour qu'il y ait plus ce sentiment d'impunité. Et puis, un point sur lequel je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, c'est que renforcer l'accompagnement à l'entrée de la prison, mais aussi à la sortie, c'est fondamental pour éviter ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est les 50 à 60% de taux de récidive. Ouais, Léla Lesseni, sur ce sujet, sur l'exécution des courtes peines. Mais pourquoi pas? Mais le problème, c'est que quand le ministre de la Justice libérale a mis en place ces courtes peines, il a dit oui, mais ce serait dans des maisons de détention, donc avec un meilleur suivi, etc. Ça n'a pas été le cas. Elles n'ont jamais existé ou très peu. Et pourquoi? Pourquoi des maisons de détention? Parce qu'en fait, quand on rentre en prison, même pour quelques mois, qu'est-ce qui se passe? Si on avait un boulot, on ne l'a plus. Si on avait un logement, on ne l'a plus. Donc on ressort. S'il n'y a pas un accompagnement en prison lors de ces courtes peines, on ressort encore moins bien pourvu, entre guillemets, que quand on est rentré. Donc c'est pour ça que les courtes peines, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, si les juges donnent des peines de prison, il y a un sens à ce qu'elles soient exécutées. S'ils ont trouvé à ce moment-là que c'était la meilleure réponse à apporter, pourquoi pas? Mais il faut aller alors au bout de la démarche qui a été décidée, c'est-à-dire dans des centres de détention qui permettent une peine, mais aussi un accompagnement effectif. Parce que quand on va, par exemple, la prison, disons, de Leuze, il y a 600 détenus dans cette prison, et vous savez combien il y a de personnel pour préparer la réinsertion? Ils sont 2. Deux. Alors, je ne sais pas, ils sont peut-être supersoniques, mais ça n'est pas la façon dont on peut faire un travail sérieux. Ismaël Minot, vous me demandiez la parole. Oui, je pense, parce que sur la question de l'application des peines, qu'elles soient courtes, longues, je pense qu'un vrai enjeu qui existe aussi, c'est peut-être d'être capable de faire des peines qui soient plus courtes, d'intérêts généraux, de prison, mais qui soient appliquées beaucoup plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on a un procès qui intervient quelques mois après le fait d'avoir commis un vol, d'avoir commis une agression, en fait, soit on a le temps d'en faire 3 ou 4 encore, soit la dissociation entre le temps du moment de la commission de l'infraction et le moment de la peine est tellement longue qu'on ne se rend pas compte de la gravité. Et donc, agir rapidement et pouvoir rapidement punir, parfois de manière beaucoup plus courte, ça aura un impact beaucoup plus important, surtout chez les jeunes. Oui, il y a le processus de comparution immédiate, et on partage bien entendu cet avis. Simplement, quelques éléments. Je pense qu'on confond souvent peine et emprisonnement. Ce ne sont pas des synonymes. Ça, c'est la première des choses. Il y a un arsenal de peines bien plus vaste que la seule peine d'emprisonnement. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, ça a été dit en partie par mes collègues, le code pénal a apporté au fait un changement de modèle, puisque désormais la peine d'emprisonnement, c'est la peine alternative. Dans 2 ans, quand il sera applicable. Oui, c'est la peine alternative, la peine d'emprisonnement. Et les autres peines sont les peines principales, à savoir la probation, le sursis, la suspension, la peine de travail autonome et ainsi de suite. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, si la sécurité d'une société se mesurait finalement au taux de la peine, ça se saurait.
Le modèle des États-Unis est le parfait contre-exemple. On a encore la peine de mort, on emprisonne, on va à fond de peine, et on a la société la plus criminogène qui existe dans le monde. Et donc, en tout cas dans le monde civilisé, entre guillemets. Mais, donc voilà, donc, M. Demac... Donc, mais les armes sont en vente libre aux États-Unis, on ne peut pas comparer les États-Unis et la Belgique. Oui, mais on sanctionne très durement, et bien plus durement qu'en Belgique. Vous savez que nous sommes bien entendu contre la peine de mort, les choses soient bien claires. Et ça n'arrête pas la criminalité. Donc je pense qu'effectivement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est mettre en place les mécanismes de la réinsertion. Un détenu, c'est 65 000 € par an. Aujourd'hui pour la société. Un agent de réinsertion, c'est moins de 65 000 € par an. Et un agent de réinsertion parvient à suivre entre 40 et 50 personnes qui sont aujourd'hui dans des processus de peine, ce qu'on appelle encore aujourd'hui alternatives, et qui seront en 2025 des peines autonomes. Et donc il faut pouvoir faire en sorte que ces peines autonomes soient appliquées beaucoup plus rapidement. Et c'est ça la réalité. Aujourd'hui, en procédure accélérée à Bruxelles, on peut juger quelqu'un en 3 à 4 semaines. En 3 à 4 semaines. Le problème, c'est qu'après la décision de justice, après que la peine ait été prononcée, la peine n'est appliquée que dans un délai qui est trop long et qui met en suspens la vie en fait, de toute une série de personnes. Et ça, c'est aujourd'hui problématique. Mais je n'ai pas de certitude qu'il y ait une corrélation entre sécurité et hauteur de peine. Et c'est aussi insupportable pour les policiers, si vous me le permettez, parce que les policiers qui arrêtent quelqu'un et qui voient cette personne le lendemain à nouveau dans la rue, c'est un vrai problème. Donc il faut en effet une exécution plus rapide des peines, une comparution plus rapide pour ne pas donner ce sentiment d'impunité et cette frustration énorme chez les policiers qui travaillent d'arrache-pied pour la sécurité. Oui, vous me demandez la parole, Madame Lederman, et puis je vous la donnerai, Madame Oui, si vous permettez, en fait, on revient à un autre moment du débat sur l'arriéré judiciaire qui fait que tout est ralenti et pourri sur place. Et c'est dramatique parce que derrière, c'est des vies de gens. Même s'ils sont délinquants, ce sont des êtres humains qui ont pris peut-être un mauvais chemin, et ça, on doit en tenir compte aussi. Comment ? Eh bien, justement, en accélérant l'arriéré judiciaire. Enfin, c'est pas normal qu'on attende. L'arriéré judiciaire. Voilà, ouais. Je pense que là, il y a des petites peines qui pourraient être prononcées et exécutées rapidement, sans que les gens soient suspendus à un jugement pendant 2 ou 3 ans. Léla Lasseni, vous me demandiez la parole aussi. Oui, c'était pour rebondir plutôt sur l'application des peines alternatives, peines de travail, etc. Quand on dit qu'un agent, une personne spécialisée dans le suivi des peines a 40 dossiers, en fait, et qu'elle peut gérer 40 à 50 personnes, en réalité, maintenant, ils sont plutôt à 80 dossiers, ils sont surchargés de boulot, et en fait, ils ne savent plus faire le boulot correctement. Donc là aussi, il faut vraiment investir dans les maisons de justice, qui sont le lieu où la personne qui a une peine de travail doit aller, pour pouvoir effectivement gérer les dossiers, parce que pour l'instant, ils ne savent plus faire leur travail correctement. Alors on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la dernière partie de ce débat qui est consacrée à la politique migratoire. Vous vous souvenez sans doute de ces terribles images des tentes le long du canal occupées par des demandeurs d'asile obligés de camper faute de place dans des structures d'hébergement de faits d'asile. Là encore, la Belgique a été condamnée à de multiples reprises à ce sujet. Comment éviter qu'une telle situation ne se reproduise? Ismaël Minot, alors la création de places, elle a eu lieu petit à petit. Il y a encore des gens qui sont sans solution, mais la situation s'est améliorée ces derniers mois. Comment éviter que ça ne se reproduise à l'avenir? Donc là, effectivement, on parle de droit d'asile, qui est, il faut le rappeler, quand même une obligation internationale. Je veux dire, quand quelqu'un vient demander le droit d'asile ici en Belgique, l'État est dans l'obligation de l'accueillir dignement. Et même si vous dites que les places ont été créées, elles ont été créées malheureusement un petit peu lentement, mais c'est vrai qu'il y a eu un arriéré à résorber par rapport au gouvernement précédent. Mais il faut constater que malheureusement la décision a été prise de laisser dehors les hommes seuls, ce qui fait qu'aujourd'hui on a près de 3000 hommes seuls qui dorment toujours dehors à Bruxelles, ce qui participe en fait au sans-abrisme et au fait d'avoir des problèmes dans la capitale. Donc il faut absolument aujourd'hui, d'abord que l'État respecte l'état de droit. On a près de 10 000 condamnations de différents cours et tribunaux qui ont dit que la Belgique ne respectait pas ses obligations internationales. On a un vrai problème en tant que responsable politique à se dire que l'État, le gouvernement fédéral, a décidé de s'asseoir là-dessus. Donc il faut augmenter les places et accélérer la procédure de demande d'asile et que quand celle-ci vient à son terme, on puisse appliquer plus rapidement les décisions qui sont prises. Oui, alors j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de participants à ce débat opiner. Gilles Van den Burg, une question tout de même. Certains disent que c'est un des grands échecs de la Vivaldi, cette politique d'asile.
Clairement, en termes d'accueil, on n'a pas pu répondre de manière satisfaisante à l'ensemble des enjeux. Moi, je n'ai pas de difficulté à le reconnaître. On a fait le maximum au sein du gouvernement. On était dans ce gouvernement. Mais effectivement, la politique d'accueil doit être renforcée à deux niveaux. Le nombre de places, ça on y a travaillé et on peut faire clairement plus encore. Et aussi répartition, parce que c'est Bruxelles qui prend en fait toute la charge pour l'ensemble du pays. Parce que forcément, les demandes se font à Bruxelles. Nous, on a toujours plaidé pour un plan de répartition avec d'autres communes dans d'autres régions. C'est très compliqué aussi, donc je tiens à mettre l'accent là-dessus aussi. Deuxièmement aussi, raccourcir les procédures. Mais ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on en parlera dans un deuxième volet. On en parlera dans un deuxième volet. Parce que c'est fondamental. Ouais. Il y a des gens qui s'installent ici chez nous. Les enfants vont à l'école, ils entament une formation, ils travaillent, et puis on leur dit un an après, vous savez quoi, désolé, vous devez quitter le territoire. C'est totalement, non seulement incompréhensible, mais injuste par rapport à des personnes qui font des trajets importants. Michel Demag, sur ce problème-là, on a vu des bourgmestres sommer l'État fédéral de prendre ses responsabilités sans être entendu, ou en tout cas en étant entendu très tardivement sur le sujet. Mais je veux faire un distinguo entre l'asile et la migration, parce que c'est deux choses évidemment différentes. Pour l'asile, je rejoins évidemment complètement votre avis. Je parlais des places de fait d'asile. Oui, bien sûr, mais un accueil, si besoin de protection en vertu du droit international, c'est fondamental. Et comme M. Van den Burg le disait, on a créé sous la Vivaldi 7800 places et on s'est rendu compte que ce n'est pas assez. Donc il faut aussi travailler sur les flux d'arrivées migratoires, raison pour laquelle nous, on propose en réalité que les demandes d'asile se fassent dans des hotspots qui sont aux frontières de l'Union européenne. Et pour la migration, là, on a une position qui est évidemment un peu plus ferme. Entre l'humanité de l'asile et la fermeté de la migration, il y a un gap, si vous voulez. Et donc là, je suppose qu'on en reparlera, mais on est plus ferme sur cette question. Ouais. Véronique Lederman, sur le sujet, sur cet échec de la Vivaldi qui est pointé par beaucoup d'associations. Alors, ce qui est terrible, c'est que moi, je crois beaucoup à l'exemplarité. Et là, l'État belge n'est pas exemplaire. Je suis désolée. 10 000... On vient de parler des délinquants et de la prison, et là, on a un État qui a été condamné près de 10 000 fois. Et là, je trouve que on n'est pas bon là-dessus et il va falloir vraiment s'améliorer. Et pour ce qui est de... Alors, évidemment, il va falloir améliorer. Il y a le pacte européen qui va se mettre en place à partir de 2026. Et donc, ça a été décidé en avril 2024 avec une relocalisation de 30 000 demandes d'asile par an. Et qu'on va un peu décharger justement le Dublin, je pense l'accord de Dublin, le pays d'arrivée, le pays d'entrée, le point d'entrée. Il va falloir un jour changer cette mentalité parce qu'on fait porter le poids de toute la migration et de tous les migrants qui arrivent sur quelques pays. Et là, si on n'est pas capable de répartir la charge, il y aura des compensations financières. Donc je pense que là, il faut revoir cette politique. Et encore une fois, d'un côté, la Belgique n'a pas été bonne là-dessus, mais en même temps, il faut participer au niveau européen pour s'intégrer dans une véritable politique et encore une fois, décharger les points d'entrée type Dublin. Alors, Khalil Awasti, je lis dans votre programme, si saturation du réseau, titre de séjour temporaire pour le public vulnérable, ce serait utile parce que maintenant le problème ce sont les hommes seuls qui ne trouvent pas place dans les centres de fait d'asile. Est-ce que ce serait une solution qui permettrait de régler le problème? Mais à mon sens oui, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile bénéficient déjà d'un titre de séjour temporaire. On a fait en sorte qu'ils puissent bénéficier d'un accès à l'emploi plus rapide, on a réduit en fait le délai d'attente pour avoir accès à l'emploi. Si quelqu'un est présumé avoir fui des craintes personnelles de persécution dans son pays d'origine, qu'il arrive, qu'il reçoit un titre de séjour temporaire. Quel est le sens aujourd'hui, en fait, de lui mettre des barrières à l'accès finalement à l'économie, à l'emploi et ainsi de suite. Et donc il faut pouvoir faire en sorte de pouvoir accueillir toutes les personnes qui viennent et qui ont cette crainte légitime et qui demandent refuge en Belgique et faciliter leur insertion dans le tissu social belge. Ça, c'est une nécessité. Il y a aussi la question du plan de répartition. Ça a été dit, on a ouvert plus de 7000 places. Bruxelles a plus que pris sa part, puisque Bruxelles, qui n'est pas compétente pour l'asile, a ouvert 1500 places pour essayer de prendre en charge la question. Il y a la question du plan de répartition. Le plan de répartition existe dans la loi. Moi, je le dis toujours. Vous savez, parce qu'on parle... Oui, et donc, comment le faire fonctionner demain, Khalil Awasti ? Oui, mais on fait peur à toutes et tous en disant, faites attention, on va venir, on va s'installer. Si chaque commune accueillait 1% de sa population, on créerait 115 000 places, c'est-à-dire 4 fois plus que la capacité nécessaire pour pouvoir accueillir tout le monde dignement en Belgique. 1% de la population. Qu'on ne me dise pas que 1% de la population dans une commune est impossible à accueillir.
Alors il y a un peu moins de 35 000 places pour l'instant dans les centres faits d'asile, la CENI. Il faudrait en créer combien de plus selon vous ? Il faudrait voir quels sont les besoins. Là, on parle de 3 000 personnes qui sont à la rue, mais on peut aussi réfléchir. On n'a pas un chiffre, je pense, spécifique, mais il faut en tout cas réfléchir à la longueur des demandes d'asile, spécialement pour certaines nationalités, parce que les premières nationalités en fait en Belgique qui demandent l'asile, c'est qui ? C'est des Afghans, c'est des Palestiniens. Ce sont des gens où en fait la procédure d'asile pourrait être facilitée, puisque c'est des pays qui sont particulièrement problématiques au niveau de guerre, de droit international. Donc là-dessus, il va falloir travailler. Et puis quand même un peu peut-être s'inspirer de notre expérience par rapport aux réfugiés ukrainiens, puisqu'il y a eu 40 000 réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Belgique, qu'on a pu, sans drame total, en fait, accueillir ici et qui ont pu s'intégrer petit à petit dans la population. Par rapport aux 3 000 personnes qui sont à la rue aujourd'hui, je pense qu'on peut être un peu créatif par rapport à la création de lieux d'accueil pour accueillir aussi des gens qui sont déjà là, comme on l'a fait pour les Ukrainiens, sans que notre État explose totalement. Oui, on parle d'être créatif. Quand je lis votre programme des engagés, je vois, et c'est dans d'autres programmes aussi également, c'est des places tampons pour des demandeurs d'asile. Pour faire face à un afflux subi, il en faudrait combien selon vous ? Donc là, la question ne s'arrête pas sur le chiffre. Je pense que l'important, c'est le concept de place tampon. C'est de se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on a trop souvent développé les places en fonction du nombre de demandes qu'on avait. Sauf sous la suédoise où on a diminué le nombre de places. Donc ici, elles ont été réaugmentées, comme je l'ai dit. Ce qu'il faut, ça n'est pas avoir un nombre de places exactement similaire au nombre de demandes qui arrivent, parce qu'il existe effectivement ce qu'on a pu appeler, à mauvais titre, en fait, des crises de l'accueil, c'est-à-dire des moments où on a un afflux de demandeurs d'asile qui est plus important et où là, on doit être capable d'absorber l'afflux de manière forte. Et donc, il faut qu'on ait au moins 10%, pour essayer de donner un chiffre, de places qui soient disponibles. Donc ça ferait 3500 places, quoi. Oui, mais donc, l'objectif n'est pas tant de donner un chiffre en tant que tel, c'est les experts, c'est les administrations qui vont le faire. Et je reviens sur les administrations, je pense que sur la question de l'accueil et de l'asile, il est super important aussi de redonner des moyens humains à fait d'asile. Parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui au quotidien ont un job qui est très compliqué, qui accompagnent des personnes qui viennent et qui ont vécu des choses très complexes. Et si on ne donne pas des moyens humains à fait d'asile, ils ne pourront pas accueillir correctement au-delà de l'infrastructure, mais accueillir ces personnes pour ensuite leur permettre de faire la procédure et puis peut-être de s'intégrer en Belgique. Alors, on parlait de la révision ou du traitement plus rapide des procédures d'asile. C'est un vœu que font tous les partis en campagne depuis des années sans vraiment qu'il y ait de résultats. Véronique Lederman, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette procédure d'asile pour qu'elle soit plus efficace ? Alors nous prônons une commission indépendante de régularisation en ayant une procédure plus simplifiée et plus légère, et aussi ancrée dans la loi l'interdiction de détenir des familles avec enfants mineurs dans des cercles fermés. Oui, mais je vous parlais de l'examen de la procédure, oui, pas de régularisation pour des personnes qui sont sur le territoire depuis très longtemps. En fait, si vous regardez un peu le programme de défi, nous, on essaye de simplifier et d'alléger beaucoup de procédures, et en fait avoir une commission indépendante pour la régularisation avec une sorte de guichet unique ferait que les choses iraient beaucoup plus vite. Ouais, alors on reviendra dans un instant sur cette procédure de régularisation. En faut-il une ou pas? Et si oui, à quelles conditions? Mais d'abord sur la rapidité des procédures. C'est vrai qu'on n'y est pas arrivé jusqu'ici. On voit dans beaucoup de programmes depuis des années, réduction à 6 mois de l'examen de la procédure d'asile. On n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est vrai qu'en moyenne aujourd'hui, il faut plus de 400 jours pour avoir une décision. C'est pas du tout acceptable pour les gens dont la vie est en suspens. Et donc c'est ce que j'ai dit juste avant. La première étape, c'est de donner des moyens humains à ces administrations pour qu'elles puissent mieux travailler, mieux accompagner et aller plus vite dans l'accompagnement des personnes. Oui, Michel Demact. Pour être précis, juste pour le signaler aux téléspectateurs, mais le personnel du CGRA, le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, a été renforcé de 500 à 600 personnes récemment sous la Vivaldi. Il faut le dire quand même, je pense. Oui. Et là, ensuite, Ismaël Minot parlait de 400 jours. Là, dans les programmes, on voit 180 jours, on en est loin. Et M. Minot a évidemment tout à fait raison. Il faut accélérer les procédures, comme le permettra normalement, c'est prévu dans le pacte migratoire européen, ces procédures, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser des gens en attente comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans savoir s'ils pourront rester, et finalement en s'installant dans l'illégalité la plus complète. Donc en effet, l'accélération des procédures sera évidemment une priorité. Ils ne sont pas illégaux, ils ont un titre de séjour. Oui, mais si on parle des migrants,
Oh non, on parle d'asile. On parle d'asile. Ouais. Alors, la CENI. Oui, simplement, quand j'entends M. Demac dire qu'on a renforcé le CGRA, récemment, je suis aussi avocate, les clients palestiniens ont tous reçu une lettre, donc des demandeurs d'asile palestiniens. Votre demande ne sera pas traitée avant 21 mois. C'est ça la réalité. Donc moi j'entends, je veux bien entendre que soi-disant on a renforcé le CGRA. Le fait c'est pas soi-disant, c'est un fait. C'est un fait. C'est pas assez, mais c'est un fait. Dans les faits, on a des nationalités entières dont on dit votre dossier, en fait, pour l'instant, il est gelé ou il est mis en attente. Donc ça, il y a aussi la réalité concrète du terrain sur des Palestiniens qui sont pour l'instant dans une guerre terrible à Gaza. Gilles Van den Burg, sur la procédure et la manière de la réduire. Donc, on fait comment en fait? Donc concrètement, nous, c'était d'ailleurs un des points de l'accord de gouvernement que malheureusement on n'a pas pu aboutir sur ce volet-là précisément de raccourcissement des délais. Maintenant, moi je pense qu'on peut imaginer aussi à un moment donné se dire que si, après 6 mois, donc les 180 jours, il n'y a pas de décision, et bien à un moment donné, c'est là je rejoins ce qui a été aussi proposé, on met en place des titres de séjour temporaires, parce que sinon on crée une illégalité de gens qui en fait ont tout à fait peut-être le droit d'être ici. Ouais. Et qui, comme je le disais, se forment, ont leurs enfants à l'école. Donc le système aujourd'hui marche sur sa tête. Et donc pour nous, effectivement, il faut aller vers alors des titres temporaires, où en tout cas les personnes peuvent commencer à construire une vie ici, en fait. Oui, sur la procédure elle-même, comment fait-on? Est-ce que l'engagement de personnel supplémentaire suffira à réduire l'arriéré? Ou alors est-ce qu'il faut revoir l'ensemble de la politique, l'ensemble de cette procédure? Alors, vous savez que tout ce qui est aussi lié à l'asile, il y a une grande compétence discrétionnaire du ou de la secrétaire d'État. Donc on ne connaît pas toujours l'entièreté de comment fonctionne la procédure. Nous, c'est pour ça qu'on se focalise sur le temps. Oui, c'est toujours bien de continuer à renforcer les services publics. Et donc, comme on l'a dit, il y a des personnes qui ont été engagées. Moi, je crois qu'honnêtement, il faut qu'on passe par la loi pour dire, à un moment donné, on fixe un délai. Et au-delà de ce délai, eh bien, y a un processus qui se déclenche comme un titre de séjour temporaire, par exemple. Et je pense que ça forcera aussi les administrations à se conformer à cela. Oui, rapidement. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut renforcer les équipes. Et quand on dit les équipes, c'est notamment les corps d'interprètes aussi, parce que parfois on manque d'interprètes au fait que pour pouvoir assister. 2, les demandeurs d'asile ont un séjour temporaire aujourd'hui. La question, c'est la durée de l'incertitude et la durée au fait de leur séjour temporaire. Donc moi, je ne serais pas pour consacrer un séjour temporaire. Je serais qu'après une longue procédure d'asile et après ce critère de longue procédure d'asile, si l'État est défaillant, ils aient un titre de séjour définitif. Et tant pis pour l'État qui aurait dû décider beaucoup plus rapidement. 3, il y a toutes les nationalités qui sont dans un no man's land juridique. Toutes ces nationalités, on a parlé des Afghans, des Érythréens, où on ne les consacre pas dans leurs droits et on leur dit en plus de ça, vous êtes inexpulsables. Donc on ne leur donne rien. Ils sont là, en Belgique, sans aucun droit et sans avoir la capacité finalement, entre guillemets, et si l'État le souhaitait, de les expulser. Et donc ceux-là, il faut pouvoir les régulariser. Voilà, alors vous explosez le temps de parole et j'ai eu peur que vous aviez 1.4. Mais heureusement, vous n'en aviez pas. Alors on va évoquer maintenant le processus de régularisation. Faut-il régulariser? Vous l'avez déjà évoqué, Madame Lederman, vous êtes favorable à un processus de régularisation. À quelles conditions, à partir de quand régularise-t-on et donne-t-on un droit d'asile définitif? Disons que la commission, nous on imagine une commission indépendante de régularisation, donc il y a un certain nombre de critères. De toute façon, même, en fait on n'est jamais tout seul dans l'asile, puisque ça s'inscrit dans une politique européenne avec des critères qui sont aussi européens. Alors on a vu que, et dans les 2 ans à venir, certains critères de Dublin se sont assouplis, comme le regroupement familial, par exemple. Mais ça reste encore la loi qui prédomine. Je pense qu'il faut en tout cas privilégier l'aspect humain et familial et surtout raccourcir les délais. Ça, effectivement, je suis d'accord. On peut pas avoir des êtres qui sont suspendus à une décision administrative. Donc, une commission indépendante de régularisation qui travaille vite et bien. Oui. Alors Michel Demact, est-ce qu'il faut un processus de régularisation comme on en a connu il y a longtemps en Belgique? On en a connu, je pense que c'était dans les années 99-2000, si ma mémoire est bonne. Nous ne souhaitons pas un processus global de régularisation, nous souhaitons d'abord travailler sur l'accueil digne des demandeurs d'asile qui obtiennent l'asile. Ça, c'est la priorité. Une fois que vous accueillez quelqu'un, il faut qu'il soit accueilli dignement en lui offrant aussi des perspectives d'évolution. Raison pour laquelle nous proposons aussi de renforcer le parcours d'intégration pour
qu'ils puissent être en capacité, si vous voulez, d'avoir un job, de parler une des langues du pays. Donc ça, c'est la priorité pour nous. Ouais, et puis, comme je l'ai dit, idée qu'un État défaillant, à partir d'un certain temps, l'État est défaillant et donc, de facto, on donne à cette personne un droit d'asile définitif. Écoutez, moi je suis un légaliste et je partage le point de vue que Mme Lederman donnait tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de condamnations de l'État belge et c'est un véritable problème qu'il va falloir pouvoir résoudre. Oui, mais pas de régularisation. Ouais. Khalila Ouesti, sur ce sujet, vous vous êtes déjà exprimé, mais très rapidement, est-ce que vous êtes d'accord pour un processus de régularisation ? Oui. Ouais. Très bien. Voilà. L'art de la concision, Gilles Van den Burg, sur le sujet. Donc, régularisation, donc moi je veux quand même préciser pour les personnes, pour nous aussi sans papier, donc qui sont déjà en Belgique, alors depuis longtemps. C'est un autre. C'est bien de ça qu'on parle. Pour être clair, parce qu'on a parlé de droit d'asile et de régularisation. Donc moi je veux, en tout cas sur les sans papiers, donc qui sont là souvent depuis plusieurs années, voire plus. Et qu'est-ce qu'on fixe comme critère, Gilles Van den Burg, pour donner une idée aux téléspectateurs maintenant? Qu'est-ce qu'on fixe comme critère pour dire on vous régularise? Mais déjà partons de la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait, en particulier à Bruxelles, des milliers, probablement, on parle de 100 000 presque pour l'ensemble de la Belgique, de sans-papiers, donc de personnes qui travaillent déjà. Il y a une étude de la VUB qui parle de 112 000 personnes sans titre de séjour légal selon la VUB. Et donc, qui travaillent déjà dans certains secteurs pour des salaires de misère, sans sécurité sociale, rien, puisqu'ils n'ont pas de reconnaissance, ils sont entre guillemets invisibilisés. Et donc ce que nous on demande, c'est déjà de 1, les régions d'ailleurs le demandent, région bruxelloise, région wallonne, et même maintenant les employeurs en Flandre disent on a des problèmes de pénurie, faisons quelque chose. Le permis de travail, c'est au niveau régional. Eh bien, assouplir déjà pour nous la règle fédérale. Quand il y a une demande avec des permis de travail et quand il y a un permis de travail qui est octroyé dans des métiers par exemple en pénurie, eh bien nous sommes pour que la loi fédérale soit assouplie et qu'on puisse aller beaucoup plus vite de la régularisation. Ça c'est par le travail. Et effectivement des critères clairs. Ça il faudra se mettre autour de la table ensemble pour avoir des critères clairs pour le faire. Alors c'est vous qui êtes en tête du temps de parole, Gilles Van den Burg. Il reste un peu moins de 6 minutes. Ismaël Minot, sur le sujet, régularisation ou pas, et si oui, à quelles conditions? Oui, donc sur la question de la régularisation des sans-papiers, ça a été dit, on a près de 110 000, 120 000 sans-papiers en Belgique. Ça n'est d'abord humainement pas tenable, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivent ici, travaillent souvent ici, parce qu'en fait ils n'ont aucun autre droit, et qui au sens de la loi existent à peine. Et donc, ce qu'on veut, c'est être capable de les régulariser, sur base de critères clairs et par des procédures individuelles. Ces critères clairs, ils doivent être inscrits dans la loi et c'est une commission indépendante qui devra les faire appliquer. Mais il est clair que quelqu'un qui est en Belgique depuis 5 ans, dont les enfants sont à l'école, qui parle une langue nationale, qui travaille, qui a un logement, cette personne-là, oui, elle doit être régularisée parce qu'elle contribue et parce que humainement, on ne peut pas la laisser dans sa situation. Alors, Leïla Seni, rapidement sur le sujet. Oui, ça va un peu dans le même sens. Vous savez, dans le métro à Arlois, il y a des photos des ouvriers qui ont construit le métro. Parmi eux, il y a des ouvriers sans papier. On a laissé cette photo-là. C'est une petite ironie, disons, des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont là et ils travaillent et ils sont là dans des circonstances tout à fait pénibles et aussi pour les travailleurs belges en fait, parce que le fait d'avoir des travailleurs sans papier sur les chantiers de construction dans d'autres secteurs, en fait ça tire toutes les conditions de travail aussi de tout le monde vers le bas. Donc tous les travailleurs en fait ont à y gagner à ce que chacun travaille dans les mêmes conditions. Donc idem, effectivement il faut que les critères soient plus clairs parce que pour l'instant c'est un flou total, mais donc des critères clairs pour notamment des gens qui ont un travail et qui sont là depuis un certain temps. Ok, très bien. On vous a compris. Il reste 4 minutes. C'est vous qui êtes en tête au niveau du temps de parole maintenant, Leïla Seni. Donc on va terminer. C'est une bataille avec vous et Gilles Van den Burg. Alors on a vu beaucoup de demandes, beaucoup de souhaits, d'engagement en tout cas, que la puissance publique soit renforcée. C'est la dernière question que je poserai à nos candidats. C'est comment trouver l'argent pour financer toutes ces politiques au niveau des magistrats, au niveau de la police, au niveau des gardiens de prison et j'en passe. Leïla Seni, très rapidement, votre réponse, vous avez une vingtaine de secondes. Au niveau de tous les services publics, il faut que tout le monde contribue de façon équitable. Donc on est vraiment pour une réforme fiscale d'envergure, pour une taxe des grandes fortunes et pour la fin des niches fiscales qui permettent d'aller chercher des millions d'euros, et voire des milliards d'euros, chez des grandes fortunes qui en fait ne contribuent pas assez, notamment. Gilles Van den Burg, comment financer toutes ces politiques? En tout cas, sur les dépenses courantes et les investissements dans nos services publics, clairement, il faudra passer par une réforme fiscale. Et pour nous, pour diminuer l'impôt sur le travail, c'est aussi important pour l'ensemble des Belges, des travailleurs et des travailleuses indépendants comme salariés, et demander effectivement une contribution au plus grand patrimoine. Nous, on pense aux 1 ou 2% des Belges les plus aisés, et aussi
par rapport aux comportements les plus polluants. Je pense à tout ce qui est subsides aux énergies devoir vous fossiles couper. et grandes multinationales industrielles. C'est aussi pour nous là où il faut aller chercher l'argent. Khalil Awasti, 30 secondes. Améliorer la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Aller chercher les plus gros contributeurs, c'est les 1 à 2% de Belges, effectivement, les plus riches. Et 3, mettre en place une vraie fiscalité sur le capital. Eh bien, vous avez fait moins de 30 secondes. Merci à vous, Ismaël Minot. Une trentaine de secondes aussi. On a besoin d'une grande réforme fiscale qui permettra de dégager des moyens budgétaires pour les orienter vers les politiques prioritaires. Chez les engagés, c'est clair. C'est la sécurité, la justice, mais c'est aussi la santé, le climat. Et donc, pouvoir réorienter ceci, lutter fortement, comme j'ai dit tout à l'heure, contre l'évasion fiscale et être capable aussi d'être plus efficace dans nos dépenses dans tout un tas de secteurs. Michel Demac, vous avez 45 secondes pour nous donner les moyens de financer toutes ces politiques. Alors, j'aimerais dire quand même aux téléspectateurs qui nous regardent que la Belgique est un des pays européens qui a le plus haut taux de dépenses publiques. C'est-à-dire qu'on dépense énormément d'argent dans l'action publique en Belgique et dans le même temps, on a un des taux d'emploi les plus faibles. Et ça, c'est un véritable problème. Et donc, nous, pour financer toute une série de politiques publiques, nous souhaitons en effet augmenter ce taux d'emploi et le rapprocher du taux de 80% qui débloquerait de nombreux milliards pour financer des politiques qu'on devra bien entendu choisir autour de la table avec la coalition qu'on pourra former. Et puis, en effet, pour la réforme fiscale, je suis bien entendu pour une réforme fiscale, mais qui n'enlève pas dans la poche du citoyen ce qu'on lui donne d'une autre main. Alors, Véronique Lederman, vous avez une cinquantaine de secondes. Allez-y. Wow. Ben, écoutez, je l'ai déjà signalé, mais je pense que la source du financement, en tout cas pour rétablir la justice et la police, avec des moyens tout à fait convenables, c'est d'avoir un parquet financier. On a vu en France à quel point ça marchait bien et on peut s'inspirer pour une fois de ce qui se passe chez nos voisins. Et donc, c'est la grande criminalité, la corruption, la fraude fiscale et sociale. Et une fois qu'on a mis ça en place, épaulé du côté de l'exécutif avec un secrétariat d'État et une agence anticorruption, ça va marcher et on va pouvoir déjà restituer la vigueur de ces services qui sont indispensables aux citoyens, parce qu'il faut penser aux citoyens en fin de compte et toujours. Ben voilà, c'est vous qui terminez ce débat. Merci à vous tous en tout cas d'y avoir assisté. Le prochain rendez-vous électoral, c'est demain, mardi, en direct de 18h30 à 20h30 depuis le Parlement bruxellois avec les 10 têtes de liste bruxelloises, francophones et flamandes. Très bonne soirée à tous.